43 refus bancaires en total. C'était affiché 130 000 euros. Il y avait 240 mètres carrés, 5 appartements. Alors tout était pourri. Et j'ai fait une offre à 90 000, contre-offre 96 000. Donc j'achète un immeuble avec 5 logements, 95 000 euros. Il est descendu avec l'Imlan de 30 cm, me le mettre sous la gorge. Quand t'as fait le tour de la boucle, tu reviens à la case départ. Je serais heureux quand il y aura du flouze dans mon pèse, que matériel, et ça ne soigne pas du tout en toi l'enfant qui est traumatisé, qui a tous les traumas et tous ses besoins de reconnaissance. On a payé 100 000 euros d'impôts, ça a piqué. Mon père, je n'ai jamais visité aucun de mes immeubles. Il m'est arrivé tellement d'histoires de dingue et de trucs que j'ai l'impression d'avoir fait le tour du panier, comme je te l'ai dit, et que finalement, en fait, là, j'ai l'impression d'avoir 50 balais. Dernier de la classe, j'ai toujours été très mauvais. La seule chose où j'étais bon, finalement, c'était de copier sur les meilleurs. Ma toute première opération, je crois que je dégageais dans les meilleurs mois 1005, 1006 de cash flow. Dégoûté de la France, dégoûté de la gestion, dégoûté de l'insécurité, dégoûté de plein de choses en fait. Pas de réussite sans plan de jeu, bienvenue sur Le Game Plan. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Paul Leverne. Paul, comment vas-tu ? Enchanté. Trop écoute, cool. Je suis content d'être là, merci pour l'invitation. Ça fait longtemps que je suis pas retourné derrière une caméra, donc c'est cool. Je vais te dire pourquoi j'ai pensé à toi. Je te suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux. Et tu sais, quand tu entreprends, que tu es jeune, soit tu as des modèles qui ont fait directement, qui ont vendu des entreprises à je sais pas combien, mais du coup, c'est dur de t'associer à eux. Et là, j'avais vu que tu étais je tombe, je sais pas, avec l'algorithme Instagram sur un petit jeune qui a mon âge, qui vient plus ou moins du même endroit, qui a levé beaucoup de dettes, qui fait de l'immobilier. Et j'ai suivi tes aventures et j'ai vraiment kiffé. C'est pour ça que voilà, je te suivais depuis un petit moment et je voulais vraiment t'accueillir parce que j'apprécie ta vision et je vois des dénominateurs communs avec ce que tu as fait, les problématiques que tu as eues par la suite, même si après on a chacun des vies différentes. Mais c'est intéressant de voir aussi le côté stylé d'investir parce que c'est sympa en société. J'ai levé de la dette, j'ai fait ci. Mais il y a aussi toujours la face cachée et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas déjà en quelques mots ? Je m'appelle Paul Leverne, j'ai 29 ans. J'ai commencé à investir quand j'avais 20 ans. Okay. Je suis monté à 43 appartements. Et aujourd'hui, il ne me reste plus qu'un immeuble qui est sous compromis. Okay. Donc, vous allez voir un peu le parcours, mes choix, etc. etc. Ce qui m'a permis de pouvoir atteindre ma liberté financière, entre guillemets. Le fameux mot liberté financière qui fait rêver c'est ça. Tant de gens. Donc, voilà. Après, parcours plutôt classique. J'ai fait un bac STMG, donc dernier de la classe. J'ai toujours été très mauvais. La seule chose où j'étais bon, finalement, c'était de copier sur les meilleurs. Et c'est ce que j'ai dupliqué par la suite, finalement, dans l'immobilier, en m'inspirant en fait de personnes qui m'inspiraient simplement et de copier comme j'ai pu le faire en étant dernier de la classe pour atteindre ça. Donc après, j'ai fait un IUT qui faisait pas vraiment de sens. Et à la fin de cet IUT, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je suis parti faire une année sabbatique. Et puis en revenant, j'ai fait 4 mois de licence en gestion de patrimoine avant de partir, en fait. J'ai pas... Je faisais chier, quoi. Ouais, ça faisait pas de sens pour moi et j'ai commencé à investir en fait à ce moment-là et du coup je me suis consacré 100% exclusivement à ce que je faisais, quoi. Tu parles de copier, mais du coup comment tu t'es formé ? Est-ce que tu avais des entrepreneurs investisseurs autour de toi ? Comment tu as pu te former et t'éduquer sur l'investissement ? Parce que tout le monde sait qu'il faut investir, mais un jour tu as une pub Instagram sur un mec, une fois tu rencontres quelqu'un qui dit j'investis. En fait, tu as tellement d'informations aujourd'hui que tu sais pas. Est-ce que tu as eu cette problématique-là quand tu as débuté également ? Moi, je pense que j'ai eu plus de chance que ça, même si aujourd'hui, comme dans notre conversation passée où je t'ai dit, je crois pas vraiment au hasard, mais je suis parti faire un semestre en fait avec mon IUT à Montréal. Okay. Et en étant à Montréal, en fait, le premier mois, c'était boîte de nuit, party. En plus, on était en résidence universitaire, pardon. Donc, c'était vraiment la fête. Et j'étais pas du tout dans une logique quelconque. Et en fait, j'ai rencontré, j'étais en cours d'analyse financière et j'ai dit qui veut partir avec moi dans le nord du Québec en autostop parce qu'on avait un week-end de 3 jours. Et il y a une personne qui a levé la main et c'était Baptiste. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. Et en fait, j'ai appris qu'il me cachait un petit peu un truc. Il était assez introverti, il voulait pas tout me dire. Et il m'a expliqué en fait qu'il avait acheté un immeuble avec son père en SCI et que cet immeuble dégageait 1 300 € de cash flow positif. Donc moi, j'y connaissais absolument rien. Mais ce qui est un SMIC, faut le rappeler, 1300 voilà. c'est énorme. C'est un SMIC. Et donc en fait, il m'explique qu'il a mis quasiment 0 €, quoi. Donc en fait, ça fait un ding-ding dans ma tête. Et je me souviens vraiment de ce moment-là où je me suis dit, mais concrètement, et c'est la question que je lui ai posée, je lui ai dit concrètement, qu'est-ce que je dois faire là, maintenant, tout de suite pour avoir ce résultat, en fait ?
Il m'a dit, bah, je lis des livres et tout. Et du coup, je lui dis, mais des livres de management, de machin. Ouais, Il était ça mort veut de tout et rien dire, Non, lire mais des livres. il était mort de rire. Mais non, c'était plutôt des livres de dev perso, des livres de Napoleon Hills ou des choses comme ça, en fait, qui sont bien plus poussées. Mais encore une fois, quand tu es un néophyte et que tu entends ça, en fait, toi, tu t'es bêtement en train de te dire, on parle du livre de management des cours ou d'investissement. Enfin, bref. Investir pour les nuls. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai passé les 4 mois avec lui. J'ai passé avec les 4 mois avec lui, en fait. Et lui, ce qu'il cherchait chez moi, c'était ce côté un peu dévergondé, un peu extrême, etc. Parce qu'il était très introverti. Et moi, en fait, bah, il m'a formé. Il m'a donné les bonnes clés pour que derrière, je puisse être en autonomie, en fait, finalement. Mais j'ai déjà eu la certitude que c'était possible, en fait. Et c'est ça, je pense que beaucoup de personnes ont du mal à quand tu vois sur les réseaux, etc. C'est la crédibilité derrière chaque personne. Là, en fait, la preuve était devant moi. Et le fait d'avoir la preuve devant moi, ça a tout de suite créé l'impact, en fait, ou me dire, bah, c'est ça que je veux faire. Mais tu as été ouvert d'esprit parce que moi, j'ai plein de gens qui savent que j'investisse, ils voient les chiffres, ils le savent, mais dans leur tête, ils se disent, c'est pas possible ou ils le font pas. Pourquoi toi, tu t'es bougé le cul et tu t'es dit, ok, je vais m'asseoir, je vais écouter ce qu'il dit et je vais le faire? Parce que souvent, les gens, quand tu leur donnes des conseils gratuitement, en fait, ils t'écoutent pas. Alors, je pense que moi, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié au fait que on en parlait tout à l'heure en off, mais d'avoir un besoin de reconnaissance paternelle. Et puis j'étais à une passe de ma vie où en fait mes parents sont entrepreneurs et moi je suis juste là en train de faire la fête, de fumer des pétards à Montréal, il se passe pas grand chose. Et c'est quoi What else for me après, quoi. Cliché du petit con d'école de commerce, entre guillemets, quoi. Exactement. Qu'est-ce qui se passe après pour moi? Et puis ça te fait peur en fait, parce que moi j'ai pas envie de faire pardon pour ceux qui nous écoutent, mais d'avoir une vie de salariat ou une vie qui ne me plaît pas, ou une vie où je suis contraint d'avoir des horaires et rendre des comptes, etc. Donc je suis traumatisé en fait à l'idée d'avoir un schéma classique. Encore une fois, par mon éducation avec des parents entrepreneurs, etc. C'est compliqué de se dire en fait non, c'est pas dans le schéma. Donc pour quelqu'un qui a des parents qui sont salariés, etc., c'est plus dur pour lui de se dire je vais être entrepreneur, parce que c'est au même vice versa, en fait, c'est plus compliqué. Et puis ensuite, en fait, au retour en France, après ça, j'ai découvert le marketing de réseau. Donc j'en ai fait pendant 1 an. On a monté une grosse équipe. Je me suis énormément formé sur le dev perso, avec Franck Nicolas. Je sais pas si ça fait quelque chose, etc. Ça nous a amené, en tout cas, ça m'a amené un niveau en fait de mindset positif qui m'a énormément aidé par la suite, même si aujourd'hui je recommande pas forcément le marketing de réseau. Aujourd'hui j'ai un coup de fil, je suis dégoûté en fait quand on m'appelle. Il y a comme une sorte de phobie qui s'est créée tellement j'ai eu de coups de fil, de machin, etc. Après je suis parti faire mon année sabbatique en Nouvelle-Zélande, en autostop, tout ça. Incroyable. Et à mon retour, donc t'as beaucoup kiffé, t'as beaucoup voyagé. Tu fuyais quelque chose, c'est juste tu savais pas et du coup tu disais c'est en voyageant que je vais savoir ce que je veux faire. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de fuite parce que j'ai beaucoup voyagé encore par la suite, mais je pense qu'à ce moment-là c'était plus de la découverte. C'était de comprendre pourquoi j'allais me péter le cul à faire ce que j'ai fait pour avoir cette liberté-là. Okay. Sauf que en fait, c'est comme une drogue finalement. C'est-à-dire que la première taf, elle est waouh. Et puis en fait, quand tu t'habitues, elle diminue. Il y a de moins en moins de saveur. Elle a moins de saveur, etc. Et du coup, c'est là que ça devient une fuite. C'est-à-dire que tu consommes ça comme si c'était une clope, mais finalement, en fait, ça a plus la même saveur, quoi. Mais on pourra en revenir un peu plus tard dans le podcast. Et puis après, je suis rentré en France. Il y a eu cette période en fait où j'étais en alternance avec mon école en gestion de patrimoine, ce qui m'a permis en fait de pouvoir lever pour mon premier immeuble avec un apport. Ce qui est beau parce que on dit toujours qu'il faut faire du CDI pour lever de la dette. Donc toi, tu as pu le faire en alternance. Pour être tout à fait franc et avec tout le monde, j'ai mon grand-père qui s'est porté caution sur ce projet-là. Donc il m'a pas apporté d'argent, mais qui s'est porté caution dans la banque de mon grand-père. Donc ça a été le premier levier en fait finalement. Et puis à l'issue de ça, ce projet a fonctionné. En fait, alors bon, il y a eu des petites doublettes par-ci par-là, mais sans rentrer dans les détails, etc. Ce qui m'a permis de pouvoir vite propulser la machine. Et puis après, il y avait un côté aussi où j'avais pas peur du non. J'ai eu, je sais pas, 43 refus bancaires en total. 43, c'est énorme, parce que là, dit comme ça a l'air facile. Mais 43 où tu as eu des échanges, tu as pris du temps, et la personne te dit non.
sans forcément des explications plausibles. Ouais. C'est pour ça que dur. derrière, pour les gens qui me connaissent pas, mais j'ai vendu, que je ne vends plus aujourd'hui, mais j'ai vendu une formation qui s'appelait Dossier bancaire béton. C'est-à-dire que j'avais une telle expertise de l'interne niveau bancaire, c'est-à-dire que au bout de 10 secondes, je savais si j'allais me faire financer ou pas par la personne qui avait en face de moi. Et du coup, j'en profitais en fait pour aller poser des questions qui allaient le mettre lui dans l'inconfort. Typiquement, par exemple, ah, donc vous êtes directeur. Alors, déjà, j'allais voir que les directeurs Ouais. d'agence. Ah, vous êtes directeur d'agence, d'accord, nanani. Donc, vous avez une délégation en interne. Petite question piège. Oui, ah, bah, une délégation en interne sur une commune comme ça, c'est 300 000 euros. Oui, bah, mon projet, c'est 200 000 euros. Alors, Quel est le problème? Pourquoi vous ne me suivez pas? voilà, donc typiquement ce genre de questions-là. Et puis après, bah, de savoir quelle banque travaille avec quelle banque. Pour voir en fait bah, si tu fais des doublettes, etc. Société de cautionnement, si elles sont reliées, exactement. hypothèque. Donc bon, aujourd'hui, je suis plus à jour, très clairement, mais à l'époque, en tout cas, j'étais hyper à jour, etc. Et ça m'a apporté, en fait, ne serait-ce que même la présentation de mes dossiers, la confiance en moi, en fait, vis-à-vis de l'intermédiaire bancaire, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, c'est surtout que j'avais plus peur du non. Bon, je dis pas un bout de 10 refus, et puis ces 10 refus, c'est à chaque fois, j'imprimais un dos comme ça, avec tout, pour que les gens ils aient tout, la totalité. Donc, imprimer à chaque fois 10 fois ça, attendre le retour, continuer à faire des banques sans avoir le retour. Et puis, quand tu as un bon intermédiaire, tu as un bon échange, puis finalement, ça capote, etc. Non, c'était très compliqué. Et puis, bah, après, j'ai enchaîné en fait les projets comme ça jusqu'à 3 immeubles en perso. Et ensuite, j'ai switché en SCI avec un associé qui s'appelle Xavier, avec qui j'ai une super bonne entente, même si aujourd'hui, on a liquidé toutes les sociétés. Mais on a acheté 2 immeubles pour 1,5 million. Ok. Et d'ailleurs, un des projets qu'on a acheté ensemble m'a créé le dégoût, entre guillemets, et le début de la fin. De la fin, en tout cas, de mon parcours immobilier d'immeuble de rapport locatif, c'est que j'ai eu tellement de soucis dans cet immeuble par de la délinquance, du squat, de la drogue, etc., ça m'a clairement dégoûté. Et c'est le processus derrière qui a entamé tout ça. On va y retourner, mais j'aimerais bien qu'on se concentre dans un premier temps sur le début de l'immobilier. Donc, tu as investi dans l'immobilier. Tu es investi dans quelle région? C'était quoi tes critères de recherche? Et sur quelle typologie de produits tu as avancé et quelle est ta stratégie au début, quand tu as commencé? Eh ben, ma stratégie, en fait, j'ai suivi ce que mon Baptiste m'avait conseillé de faire, c'est-à-dire de l'immeuble de rapport. Alors, immeuble de rapport, tout de suite, les gens peuvent se dire eh ben, un immeuble, mais moi, je peux pas acheter un immeuble, etc. Et c'était la croyance que j'avais aussi. Mais un immeuble de rapport, en fait, à partir du moment que c'est une maisonnette avec 2 appartements, on peut appeler ça un immeuble de rapport. Donc, le premier bien que j'ai acheté, en fait, c'était à Dreux. Dreux, qui est situé dans le 28, donc à 1 heure de Paris. C'était un petit immeuble avec 2 appartements, donc il y avait un F5 et un T2 au rez-de-chaussée. Donc des grosses surfaces, parce que F5... Ouais, mais c'est un F5, mais c'est des petites chambres sous comble, etc. Donc je crois qu'en surface totale, je devais peut-être avoir, je sais pas, il devait faire 80 mètres carrés et le petit T2, 45 mètres carrés. Donc, et le prix d'achat dans les combien? Et ben en fait, la maison, elle était affichée 160 000 euros. Et moi, j'ai fait une offre à 100 000 en fait. En fait, je le savais que ça allait être compliqué déjà derrière par les banques. Donc, il fallait que je fasse grosse négo. Un coup d'état, grosse négo. Et finalement, en fait, après, ça a été cette première opération, elle a été extrême en négociation parce que en fait, entre la contre-offre, le retour, etc., ça a duré peut-être 2 mois et demi parce que le mec voulait pas en fait baisser son prix. Au final, je crois que je l'ai acheté 110 000 euros. Ce qui est une excellente négociation. Tu as joué sur quel levier pour pouvoir diminuer autant? C'est qu'il y avait personne qui le déjà, voulait. il était pourri son truc. Donc il était pourri son truc et puis personne. Il y a beaucoup de travaux qui t'attendaient derrière. Ouais, mais ça j'étais ok parce que j'étais préparé par Baptiste parce que je savais que mes travaux allaient me permettre de pouvoir faire ce que je voulais et puis faire du déficit derrière pour pas payer d'impôts, etc., etc. Donc j'ai fait une colocation en fait de 3 chambres et dans le T2 un Airbnb. Donc en fait avec ma toute première opération, je crois que je dégageais dans les meilleurs mois 1 600 de cash flow. Ce qui est ouf. Là c'était en perso. Ouais, en perso. Du coup, tu recevais directement sur le compte. Et à cette époque, tu étais encore en LMNP. Ouais, LMP, ouais. Ok. Et puis après, j'ai switché en LMP. Donc après, le deuxième immeuble, c'était 5 appartements, 3 F3. Là, sur Dreux, du coup, là, tu dis, je suis un génie. Là, j'ai niqué le game. Comment t'étais là psychologiquement? Est-ce que tu voulais en parler à tout le monde en mode, waouh, faites absolument ça, c'est exceptionnel? Tu le gardais pour toi? T'étais dans quel mindset à ce moment-là? J'étais vraiment dans la dynamique de vouloir aider les gens. Et de leur montrer que c'était possible en fait de pouvoir réellement changer. Est-ce que maintenant il y avait une reconnaissance personnelle de se sentir un peu le héros et le sauveur de tous les gens?
mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, on ne sauve pas les gens qui ne veulent pas se faire sauver. Ça, Et c'est dur à comprendre au début. c'est très dur à comprendre. Aujourd'hui, c'est bon, c'est plus qu'assimilé. Du coup, aider les gens qui viennent te voir pour vraiment se faire aider, mais donner de l'énergie à quelqu'un qui ne veut pas en fait se En faire aider, recevoir, c'est pas utile. Donc finalement, j'ai réellement aidé une vraie. Alors, il y a tous les membres de mes formations, Mm. etc., mais que je connais pas forcément. Mais en tout cas, des personnes en physique, j'ai aidé une vraie personne qui a acheté 2 immeubles, etc., etc., incroyable. où vraiment, c'était un ami à moi, donc il n'y a pas eu de facturation, Mm. etc., mais c'est un accompagnement un peu au quotidien. Et vraiment personnalisé Ouais, où pour tu étais. changer un peu l'état d'esprit, musculation, diète, etc. Elle avait perdu 30 kilos. Même C'est si là que tu comprends que c'est tout un. C'est pas que de l'immobilier, c'est vraiment tout un c'est écosystème tout qu'il faut reprendre l'écosystème, quand les c'est 5 comme ça. personnes que tu fréquentes le plus, ce que tu manges, comment tu passes tes samedis soirs, tes vendredis soirs, etc. Même si, encore une fois, il y a une juste mesure dans tout ça. Mm. Mais moi, à l'époque, il n'y avait pas de juste mesure. C'est-à-dire que j'étais full focus. Il n'y avait plus d'alcool. C'était que business, Et en même temps, dans travaux, la vie, il IMO, faut quoi. toujours parfois un déséquilibre pour après avoir un équilibre par la suite. Et c'est grâce à ce déséquilibre que tu as pu aussi en arriver là. Complètement. Sachant qu'après, ce déséquilibre, il t'amène aussi vers des choses qui parfois, tu as besoin de revenir de l'autre côté et de pas être que d'un côté, tu vois. En tout cas, c'est une gymnastique que je n'avais pas à l'époque, que j'essaye d'avoir. Enfin, on pourra en arriver un peu plus tard dans la conversation, que j'essaye aujourd'hui d'avoir plus sage, en fait, finalement. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, j'avais le seul objectif, en fait, c'était d'avoir du cash flow, de l'harmonie, de la liberté, de la reconnaissance paternelle et de l'existence dans l'échelle de Maslow de besoin de reconnaissance. Je suis accompli, j'ai fait quelque chose, je suis quelqu'un, j'ai des appartements. Et cette image-là, en fait, Beaucoup de moi. voilà, beaucoup d'ego, beaucoup de moi. Et c'est quelque chose que j'ai. Que je ne veux plus, je veux plus avoir cette image-là, en tout cas, même si ça a apporté du bon aux gens qui m'ont suivi, etc., Ouais, j'ai c'est ça. pu aider. Mais aujourd'hui, en fait, cette contrepartie, elle me convient plus. Ok. Et elle est pas, enfin, elle est plus saine, quoi. Donc, je regrette pas le parcours que j'ai eu, bien évidemment, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je souhaite quelque chose d'autre, quoi. Et du coup, suite à ce premier ce premier immeuble, cash flow, tu dis, ok, incroyable. La création de contenu, elle est venue dès ce premier immeuble ou c'est à la suite Et pourquoi la création de contenu? En fait, la création de contenu, finalement, elle était non voulue parce que pendant mon année de sabbatique, j'ai fait toute la Nouvelle-Zélande en autostop tout seul. Et du coup, en fait, j'ai commencé en plus, je venais de créer mon compte Instagram. Donc, en fait, j'ai commencé à faire mes petits vlogs, etc. Et j'ai vlogué. On est en quelle année, là, pour que 2018. Les gens... Ok. 2017. Et j'ai vlogué en fait tous mes jours de mon road trip en autostop parce qu'il y avait plein de trucs hyper intéressants, des galères, les machins, etc. Donc j'ai toujours été à l'aise en fait à parler à la caméra et c'est ce qui m'a un peu. Ce qui est pas facile. Alors, pour plein de gens, ils ont du mal à parler à la caméra. Ouais, je peux comprendre. Et du coup, en fait, finalement, ça a été la continuité de mon compte voyage, machin, etc. Parce qu'on peut même le voir quand on défile. En fait, il y a des photos de voyage qui remontent et puis évidemment, il y a que de l'immobilier. Et finalement, ça a été juste la continuité de ça. Et je l'ai fait en fait comme une dynamique voyage, sans forcément me dire je vais vendre de la formation, etc. Ouais. Et même, j'étais vraiment dans une dynamique d'apporter beaucoup de valeur. C'est ce qui m'a d'ailleurs fait grossir parce que j'étais pas dans une dynamique de vendre quoi que ce soit. J'avais rien à vendre au départ d'ailleurs. Donc j'ai créé ma communauté comme ça en fait, en apportant ce que je fais au quotidien, des conseils, comment j'applique les choses, etc., etc. Ouais. Incroyable. Et du coup, ce premier immeuble. Et pourquoi tu conseillerais d'ailleurs à quelqu'un d'aller sur un immeuble plutôt que sur un appartement? C'est cette stratégie parce que tu habitais dans une région où tu étais proche d'immeubles de rapport. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des gens qui disent foncez que sur les immeubles de rapport? Le bon exemple que je peux donner, c'est que quand tu vas au supermarché et que tu achètes un pack d'eau, tu vas payer ta bouteille d'eau moins cher à le pack qu'à l'unité. C'est clairement la même chose en fait avec un immeuble, surtout que là, tu peux faire une négociation de gros sur un immeuble, alors que sur un appartement, tu es plus limité, alors que là, la quantité est plus élevée. Donc, tu peux en tout cas faire une plus grosse négociation sur un immeuble. Tout dépend de l'état de l'immeuble, bien évidemment. Mais, et puis après, ma deuxième recherche, moi, c'était des travaux. Je voulais beaucoup de travaux. Donc, dans un appartement, tu vas être limité en travaux. C'est-à-dire que tu vas faire ton appart, mais tu vas faire un peu les peintures. Et puis, tu peux vite être flemmard un peu de te dire, ah bah là, en fait, ça va, c'est pas trop mal comme ça, on va laisser ça comme ça. Puis, tu sais qu'au final, les impôts... que ton déficit ne va pas couvrir à un moment donné, tu vas te faire rattraper par les impôts. Donc moi, mon but déjà d'emblée, c'était de me dire je ne veux pas payer d'impôts sur mes loyers. Et d'ailleurs, après 5 ans, j'en ai toujours pas payé. Donc c'était ça la première dynamique. Et puis après, c'était surtout d'être maître à bord
de ton navire, entre guillemets, que personne te fasse chier. Pardon du terme, mais il y a certaines copros qui t'interdisent la location Airbnb, il y a certaines copros qui t'interdisent la colocation. Et puis même, tu as toujours le voisin con qui machin, qui truc, et là, tu es maître à bord de pouvoir faire ton truc, de faire tous les travaux que tu as envie. Si tu veux mettre du rose fuchsia dans tes communs, tu mets du rose fuchsia, etc. Tu es libre de pouvoir faire ce que tu veux. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis même l'idée de te dire ça c'est ma gage d'entrée d'immeuble, tu vois, c'est un peu con, mais moi je sais que tu sais quand tu rentres dans un immeuble, tu as ta gage d'entrée, puis tu dis là tu rentres dans l'immeuble, puis tu as l'appartement de ton pote là-haut. Mais là en fait c'est mon immeuble. Quand tu tapes la gage de truc, il y a un petit côté où il y a une petite fierté, tu rentres dans ton sas, non ça c'est les communs de ton immeuble. Alors bon là c'est peut-être un peu égocentré comme ça, mais il y a une vraie sensation de chez toi en fait, de mettre à bord et que c'est chez toi quoi. S'il y a un problème de toiture, c'est toi, tu le sais. Il n'y a pas de copro qui va t'envoyer une carte postale avec voilà, là c'est 10 000 €. Donc là, le code part, c'est 10 000 €. Il faut sortir les 10 000 €. C'est pas prévu, machin, truc muche, tu pleures. Donc t'es pas libre de mettre à bord de ce que tu fais. Donc voilà un petit peu pourquoi. Et puis après, surtout, la rentabilité. Donc là, c'est tous les aspects que je t'ai dit. Et puis la rentabilité, c'est la même histoire qu'avec le pack d'eau. C'est-à-dire que tu vas acheter moins cher de surface, etc. Et puis au final, tu auras plus de loyer. Alors évidemment plus de travaux et peut-être plus de contraintes extrêmes, enfin bref, il y a toujours des inconvénients et des avantages, mais c'est surtout que tu achètes d'un coup 6 appartements ou 5 appartements ou 2 appartements que de faire la petite fourmi en achetant un, refaire tout un dossier bancaire, les artisans, le truc, refaire et ça prend du temps. Et finalement, si tu veux être dans une dynamique de croissance, je conseille en tout cas d'aller chercher de l'immeuble de rapport. C'était quoi tes critères de recherche à ce moment-là? Parce que, là, pour ceux qui nous écoutent, je comprends que je dois faire un immeuble de rapport. Comment choisir quelle zone? Par exemple, j'ai un ami qui habite à Issy-les-Moulineaux. Il a envie de faire un immeuble de rapport. Immeuble de rapport, est-ce que sur Paris, c'est beaucoup trop cher? Je vais aller peut-être dans le sud de Paris. Il faut que ça soit 1 heure en voiture. Qu'est-ce que je dois regarder? Les toits de la toiture. Comment savoir comment je peux budgétiser les travaux? Comment, toi, tu savais si c'était une pépite ou pas? Parce que le mot pépite, il peut être galvaudé de temps en temps. Déjà, moi, j'avais un critère que j'ai pas respecté, mais c'était de me dire pas plus loin de 1 heure de chez moi. Parce qu'il va savoir que c'est quand même chronophage, surtout si vous faites beaucoup de travaux, etc. Donc, il faut avoir un suivi, etc. Moi, je vous conseille, en fait, c'est d'aller, peu importe où vous vivez. Alors, si vous êtes dans le centre de Paris, malheureusement, c'est quand même plus compliqué. Il va falloir se sortir un peu les doigts et faire un peu de route ou prendre du train, etc. Donc, je peux pas raconter l'expérience telle que je l'ai vécue parce que moi j'habitais déjà en fait dans ma région, c'est très cher, donc je me suis éloigné 1 heure derrière. Donc moi je suis déjà à 1 heure de Paris et donc en fait je suis à 1 heure derrière, donc je suis en gros à un périmètre de 2 heures. Donc aller chercher en fait une région, il y a en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a tellement de biens merdiques sur le marché que quand tu fais quelque chose de plus high quali, il y aura toujours des gens pour te louer ton bien. Donc il y a cette fausse croyance de se dire mais je vais pas investir dans ce petit bled. Alors évidemment il y a bled et bled. Il y a bled où c'est les villages classiques où tu as les petites banques, les petits machins, les petits trucs, le bordel, un petit resto ou deux. Et surtout, alors il y a des points, si tu sais qu'il y a un McDonald's dans ta ville par exemple, c'est un bon point. Si tu sais qu'il y a de la demande, c'est des petits critères comme ça que tu peux savoir. Mais d'aller chercher ces plus petits villages où il y a un prix au mètre carré moins élevé, où surtout il y a moins de concurrence, moins de demande, où tu peux aller massacrer ton prix et aller faire une offre agressive. Si tu vas à l'approche de Paris, etc., les gens sont déjà à l'affût, les meilleurs projets sont déjà partis, il reste que le truc, et puis tu vas te battre avec 10 mecs, finalement le truc va se vendre au prix, et c'est pas là où tu vas faire en tout cas ton cash. Donc non, c'est d'aller prendre ça. Et ensuite, pour répondre à la question au niveau des travaux, comment savoir, etc., il faut aller se faire entourer. Donc tu programmes tes journées, tu fais 3 plombiers, alors le mieux c'est de faire un plombier le matin, un électricien en fin de matinée et ton plaquiste machin, le peintre l'après-midi, et l'après-midi fin de matinée, et l'après-midi tu refais le même cycle avec un autre groupe d'artisans pour pouvoir comparer, voir comment sentir le feeling avec l'un, l'autre peut-être, etc. Et puis au fur et à mesure après tu auras un feeling. Il faut en avoir fait pour avoir le feeling de te dire là il y en a pour 25 000 balles, là il y en a pour 20 000 balles. Aujourd'hui, en tout cas mes chiffrages. Après j'ai une façon de travailler différente parce que j'ai appris à parler russe, du coup j'ai travaillé avec des Moldaves roumains, etc. Ce qui fait que c'est plus du tout la même rationalité parce que je paye que de la main d'œuvre et c'était un format de travail différent, mais en tout cas pour les gens qui nous écoutent qui n'y connaissaient rien, passer par un artisan. Tout corps d'état? Non, je le conseille pas. Pourquoi?
simplement parce que le coureur d'État, en fait, il va marger sur toutes ces... Enfin, déjà, la plupart du temps, les coureurs d'État, ils vont sous-traiter. Qui dit sous-traiter, dit gestion un peu moins précise. Alors, en ayant chacun son artisan, certes, ce que je conseille d'ailleurs, c'est quand vous trouvez quelqu'un avec un bon feeling, avec le devis fonctionne bien, demandez-lui en fait avec quel électricien il travaille, avec quel plaquiste il travaille, quel peintre il travaille, et généralement ils se connaissent. Et dans la majorité des temps, il n'y a même pas besoin de maître d'œuvre, les mecs s'opèrent tout seuls. Donc il va, j'ai fini de passer mes câbles, machin, tiens, tu peux passer, il passe un coup de fil, machin. En tout cas, moi, c'est comme ça que c'est passé. Okay. Alors peut-être que j'ai la chance de trouver un super bon artisan, en tout cas, et cette équipe d'artisans au départ, qui n'était pas forcément donné, qui était plutôt cher, mais qui avait un travail de qualité, c'était bien fait, et c'est surtout que j'avais pas de cerveau à mettre dans cette partie opérationnelle de l'autre il me rappelle pas. Alors j'en ai eu. Ça c'est chiant. Hein. J'en ai eu. C'est la partie chiante et dure. Hein. Je dis pas, même eux, j'en ai eu, mais c'est pas quelque chose qui était proéminent et c'est pas quelque chose que j'avais de récurrent en tout cas. Et donc au final, voilà, faire passer comme ça pour pouvoir entamer. Et surtout pour arriver devant la banque avec des devis, avoir un dossier solide, etc. Faut jamais aller voir une banque sans compromis, sans avoir monté un dossier de solide, comme on pourrait dire, un dossier bancaire béton, comme je pouvais l'appeler à l'époque. Sinon, tu vas passer pour un guignol et tu vas cramer tes cartes en fait dans les banques. Donc prendre le temps d'apprentissage finalement, et pour la toiture, etc., de venir faire venir, si tu as un doute, de venir voir un couvreur, etc. Maintenant, si le projet en tant que tel, même si tu n'es pas expert, mais que tu vois qu'il n'y a pas de grosses lézardes dans le truc, que la toiture, elle est OK, mais elle n'est pas fifou, que le prix et que l'intérieur, c'est un peu pourri, mais que c'est que du second œuvre, même si tu connais rien, tu peux envoyer une grosse brique. Et puis, what else ? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai dégoté mes projets, moi. C'est qu'en fait, quand le projet, déjà pas d'émotion dans l'immobilier, donc l'immeuble, wow, incroyable, je préfère envoyer un énorme parpaing et me dire, si ça passe, c'est le miracle. Ouais, sinon, pas. Parce que dans tous les cas, derrière, pour aller à la banque et tout, ça va être l'enfer. Donc autant envoyer un parpaing et me dire, regardez, j'ai super bien négocié, que de te dire, là, j'envoie 10 000 euros, moins 10 000 euros, etc. Et voir ce qui se passe, quoi. Et puis, au pire, on a une contre-offre. Et puis la contre-offre, la plupart du temps, les gens sont un peu à la gorge. Donc en fait, ils vont être en mode genre, je sais pas, le prix il est 200 000, t'envoies une offre à 120 000, les gens ils vont te faire une contre-offre à 150 000 et puis tu leur dis non, et puis ça finit à 140 000, tu vois. Et les gens, en fait, tu sais pas comment ils sont à la gorge, ou s'ils ont besoin de le vendre, ou s'ils en ont marre parce que ça fait 2 ans que c'est là. Donc on n'en sait rien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ah non, mais moi je suis pas pressé de le vendre, et dans ce cas-là, c'est pas le projet sur lequel il faut te positionner, et ça sera un autre projet, et puis la vie t'emmènera quelque part d'autre. Mais voilà. Quand tu as commencé à investir, c'était du coup en 2019 2018, on était à une période où les taux bancaires, les taux d'intérêt étaient très faibles. L'Eldorado, ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu te dis, bon, c'est une part de chance ? Qu'est-ce que tu en as pensé d'avoir eu cette chance et cette opportunité d'avoir pu investir à cette période-là ? Je vais te dire, c'est que j'ai pas compris que j'avais eu cette chance en fait. Parce que en étant néophyte de banque, de quoi que ce soit, en fait, moi je suis arrivé, les taux c'est 1%, quoi. C'est la vraie vie. C'est la vie. En fait, à aucun moment, je savais que les parents, les grands-parents, ils achetaient à 13%. Voilà, mais j'avais connaissance de ça. Et puis même, j'avais pas bien compris aussi ce que ça représentait réellement en fait. 1% ou 2% ou 3%, en fait. 3%, et tu payes la moitié d'intérêt de ta maison à la banque, en fait. Alors qu'en réalité, quand tu es en néophyte, on te dit 3%. Tu calcules pas bien, tu te dis c'est 3%. Donc par an, donc ça veut. Voilà, ça représente. Non, mais 200 000, donc 3%, voilà, c'est 15 000 euros d'intérêt, et puis c'est bon, quoi. Non, ça se passe pas comme ça, quoi. Mais beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça, d'ailleurs. Et juste pour revenir là-dessus, excuse-moi, éclaire-moi sur la question. Par rapport au taux à 1%, oui. Est-ce que c'était de la chance ? Non, en fait, j'avais pas conscience de ça. La seule chose que j'avais compris, c'est que les vannes étaient ouvertes parce que les banques envoyaient du cash. Donc, en fait, si t'avais un beau dossier, un machin, etc., aujourd'hui, je ne dis pas à quelqu'un qui avait la même situation que moi à l'époque, aujourd'hui, ça ne passe pas. Honnêtement, je pense pas. Même d'enchaîner les biens aussi rapidement, je ne pense pas, parce que déjà il y a eu le calcul du différentiel qui a varié, etc. Pour ceux qui savent pas, c'est de prendre en compte en fait le cash flow positif. Donc j'ai un bien, les 1 400 euros de mon premier immeuble, je crois qu'ils ont juste pondéré de 30%, donc ils ont pris 1 200 euros comme si j'avais des revenus de 1 200 euros pour pouvoir enchaîner sur le deuxième. Et aujourd'hui, je crois que ça se passe plus. En tout cas, pas dans toutes les banques. J'ai pas tout le détail dessus. Je suis plus dans ce réseau bancaire là, mais en tout cas, c'est plus compliqué. Donc voilà. Et dès le début, tu t'es entouré aussi d'un comptable ou pas ? Parce que du coup, là, on a parlé pour la partie travaux, la partie recherche.
la partie comptable, Ouais. comptabilité, est-ce que tu avais déjà une vision long terme de comment t'organiser? Parce qu'on explique souvent que c'est important d'avoir des fondations qui sont solides. Ouais. Comment tu t'es organisé de ton Ouais, côté? ben moi, c'est vraiment ma bête noire, en fait. Tout ce qui est papier, facture, etc. Je suis organisation, je suis très, très mauvais. Du coup, ouais, tout de suite avec un comptable et comptable physique. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de très organisé, de méticuleux, et puis aujourd'hui, il y a des logiciels que les comptables ont en ligne, etc., où tu peux envoyer. Bon, moi, je n'y passerai pas, hein, très clairement, parce que je suis trop mauvais. Il faut savoir déléguer aussi parfois Ouais, et te concentrer sur ton ouais, cœur mais en fait, non, mais en fait, c'est d'expertise. délégué. Moi, c'est juste, tu prends ton relevé de compte et te dire, bon, ta facture, elle est où la facture? Moi, mon boulot, il est là, mais rien que ça, c'est déjà hardcore. Parce que, J'ai le même. En chaque fois plus, que on est là, on enregistre ça, on est en période d'avril. C'est la période où tu Ouais. dois envoyer en plus Ouais. toutes les factures. Et ça rend fou. Et puis moi, en fait, comme j'avais mes Moldaves, c'est moi qui achète les matériaux. Et donc en fait, la quantité de factures, elle est astronomique. Elle et est puis énorme. en fait, tous les 2 jours, je vais sur le chantier, donc tu faut ça. Donc en fait, la facture, j'en ai, je sais pas, des 1000 quoi. Donc c'était très énergivore et épuisant. Et en fait, même un comptable en ligne, en fait, le comptable physique, c'est que je lui envoie tout, il va me dire ce qui manque, le chèque, machin, le truc, alors que le comptable physique, tu perds de l'argent finalement. Donc je préfère mettre un peu plus cher chaque mois dans un comptable physique que dans un comptable en ligne, parce que je sais qu'en fait, je retombe sur mes pieds. Et du coup, tu as fait ce première opération, tu as commencé à bien te structurer, tu dis ok, je vais en faire un deuxième. Ouais. Le deuxième, ça s'est passé comment? C'était pareil, les mêmes critères de recherche, le même process? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu améliorer? Ça allait très vite après en fait. Dès que le bien il a tourné, peut-être 2 mois après, en fait tout de suite j'ai pu montrer patte blanche que bah voilà, la coloc elle est remplie tout de suite. Là ça fait 1 mois que ça tourne, le Airbnb il tournait plein pot dès le départ en fait. Alors j'ai vraiment eu cette chance et du coup j'ai pu arriver avec un dossier un peu, même banquier, avec cette fois-ci mes parents qui se portent en caution, pas d'argent prêté de la famille, ça a toujours été mes fonds. Et puis de pouvoir enchaîner ce deuxième bien qui était qui était plus gros mais moins cher. Même aujourd'hui en fait, je reverrai un projet comme ça, je me dirais mais je l'achète, tu vois, juste parce que c'était trop beau en fait. C'était affiché 130 000 €, il y avait 240 mètres carrés, 5 appartements, alors tout était pourri, mais et j'ai fait une offre à 90 000, contre-offre 96 000. Donc j'achète un immeuble avec 5 logements, 95 000 €. Exceptionnel. La renta, elle peut être que bonne. Après, ça dépend des travaux. Non, mais encore en une fait, fois. après, j'ai pas fait de la coloc, machin, j'ai fait que du meublé. J'avais 2 logements nus et 3 meublés que j'ai refait. Et ça me dégageait 1 000 € de cash flow. Pourquoi t'en avais mis certains en nu? Non, et c'est d'autres juste en meublé? qu'ils étaient déjà loués en fait. Ok. Et que Ouais, du coup, ça m'a permis en fait t'attendais, d'avoir déjà de la rentabilité avec mon différé et de faire mes travaux. Donc c'était 2 ailes, c'était aile droite, aile gauche. Et du coup, j'ai pas touché l'aile droite. Donc j'ai fait que les travaux sur l'aile gauche. Tu parles du différé, ça c'est intéressant. Ça veut dire que quand tu avais tes 1400, 1500 € de revenus mensuels avec ton autre bien, Ouais. tu avais toujours ton différé. Ouais. Donc ça t'a permis de créer de la trésorerie. J'ai 1 an de différé sur les 2 c'est projets. bon. Donc oui, ça m'a permis de créer de la trésorerie, faire de l'apport pour l'autre, etc. Le temps que le dossier se monte, nanani, nanana. Et puis après, je raconte pas aussi toutes les petites filouteries, mais j'ai fait beaucoup d'argent avec Boursorama Banque, avec l'affiliation. On la connaît parrainage. tous. Mais j'ai fait beaucoup d'argent avec ça. Ouais, j'ai fait beaucoup d'argent. En 1 mois et demi, j'ai dû faire peut-être entre 15 et 20 000 €. J'avais affilié. Ah oui, putain, t'as un gros, en fait, un gros player en fait. J'arrivais du MLM, donc j'avais du coup, tout t'avais mon un réseau. bon réseau, t'avais la chat. Et puis c'est surtout que j'ai implémenté Boursorama Banque dans le MLM pour aider les gens à acheter leur pack de démarrage. Enfin, on la fait pas bref. Mais du coup, c'était un win-win pour tout le monde, donc ça permettait d'avoir un atout conversationnel pour closer, etc. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir faire ça. Donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir voyager, avoir de l'apport, etc., etc. Donc là, tu continues à investir, tu dis ok, tout va bien, toujours en nom propre. Ouais. À quel moment t'es passé du LMNP au LMP? Tu peux rappeler les avantages et les inconvénients de le fait de passer à ça. Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé dans ton organisation et dans tes chiffres, le fait d'être passé en LMP? En réalité, il n'y a pas grand-chose qui a changé pour moi. LMP, loueur meublé professionnel pour ceux Alors, loueur meublé non professionnel, c'est quand tu es en dessous de 23 000 et que tes revenus équivalents. Et en loueur meublé professionnel, c'est quand du coup tu passes, quand tes revenus immobiliers dépassent ton qui salaire. est du coup stylé sur le concept, sur le papier, parce que tu dis ouais, sauf c'est que bon. Moi, en fait, dès la première opération, dès que j'ai passé les 23 000, comme j'avais pas de revenus, je suis tout de suite passé à LMP. Ce qui n'a pas été problématique pour moi, parce que comme j'ai beaucoup d'amortissement, en fait, j'ai jamais subi le truc. Et j'avais déjà mon plan d'action, c'était de me dire je vais faire 50 détentions sur mes biens et les revendre sans plus-value. Revendre
Pas à ta SCI, revendre. Non, revendre tout court en fait, parce qu'après 5 ans de détention en loueur meublé professionnel, en fait, on est exonéré de plus-value. Alors, je sais que ça a changé il y a 2 ans, ils ont mis la CSG, etc. Mais bref, moi j'ai réussi à m'en sortir où j'ai pas payé. Ok. Et donc en fait c'était ça le plan, c'est j'achète et la vente de mon premier immeuble, celui de Dreux, il y a une petite niche fiscale que pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous n'êtes pas résident, quand vous n'avez pas acheté encore votre résidence principale, mais vous avez déjà une résidence secondaire, immeuble locatif ou résidence secondaire, un héritage ou peu importe, vous pouvez vendre votre bien et être exonéré de plus-value à condition que vous réinvestissez la plus-value dans votre résidence principale. Donc moi j'ai vendu 280 000 € ce petit immeuble que j'avais acheté et j'ai acheté ma maison que j'ai revendu 280 000 €. Donc en fait j'ai fait un pif-paf d'exonération de plus-value et ça m'a permis d'éviter d'attendre les 5 ans. Donc ça m'a fait un petit flip et puis donc voilà. Ce qui est très beau. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est parfait. Ouais. Et du coup, tu as continué à acheter, deuxième immeuble. Ouais. Après, tu en as fait combien au total d'immeubles ? J'en ai fait 3 en perso. Le troisième, je l'explique même pas en fait comment j'ai pu me le faire financer. Honnêtement, tu peux nous en parler dans les grandes lignes ? Je peux vous en parler. C'est l'immeuble que je suis en train de vendre là. C'est 10 studios. 10 petites surfaces du coup. Ouais, 10 petites surfaces, etc. Dans un petit village qui fonctionne très bien, où j'ai pas de vacances locatives, en fait, tout fonctionne très bien. J'ai fait une offre il était affiché 220 000, j'ai fait une offre à 200 000. Ça a été accepté, etc. Mais maintenant, il fallait aller défendre le dossier, donc j'avais déjà mes 2 bébés derrière, etc. Et j'ai fait 10 banques ou 11 banques avant de trouver un banquier, en fait, qui a compris le projet, en fait, qui a compris ce que j'avais fait avant, la dynamique, etc. J'ai vraiment essayé de protéger le bébé tel que je pouvais. Et j'ai pu financer, en fait. Même encore aujourd'hui, les gens vont se dire, mais comment il a fait pour le financer ? Même moi, je ne l'explique pas vraiment, en fait. Il y a une sorte de coup de chance, en fait, de délégation en agence, de confiance, de relationnel, etc. Et j'ai personne qui s'est porté caution, en tout cas, sur ce projet-là. J'étais tout seul. Et j'ai levé 268 000 parce que j'ai pris un peu avec les travaux, mais là j'ai complètement atteint mon plafond de verre derrière parce que avec mes 3 projets en perso, en fait, c'était compliqué d'aller plus loin. Et puis c'est surtout qu'en fait, j'avais pas du tout assez d'argent pour faire mes travaux, donc c'est là où j'ai commencé à mettre la main à la pâte parce que mes 2 premiers travaux, en fait, je les ai faits en mode comme ça, mais là c'est là que j'ai compris que là va falloir se démerder, quoi. Donc des potes au black, machin, truc muche, un peu de facture quand même parce que je peux pas tout faire, etc. Et puis en fait on a fait appartement par appartement quand ça se libérait, etc. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Mais ça, c'est mon immeuble, entre guillemets, qui m'a ramené le plus de cash flow. Sans Airbnb, machin, etc., que en meublé, ça me ramène encore aujourd'hui, en fait, 1004 de cash flow par mois. Ok, ce qui est incroyable. Parce que c'est en longue durée, faut bien rappeler ça. Donc, ça veut dire t'es vraiment tranquille. Ouais. Les gens, en plus, je pense, dans ces régions-là, ils restent beaucoup plus longtemps. C'est pas des petits étudiants. En fait, faut se dire que tous les 1 an, ça change, quoi. Ok. Donc tous les 1 an, ça change. Donc des fois, pendant 2 ans, il va rien se passer. Et d'un coup, il y a une culbute où il y en a 5 d'un coup qui vont changer. Ouais. En termes de gestion, d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé, comment tu t'es occupé et comment tu as géré tes biens, que ça soit en Airbnb ? Est-ce que t'es passé par une conciergerie où tu les as gérés toi-même ? La colocation, comment tu l'as gérée ? Avec les avantages et les inconvénients, c'est qu'il y a aussi du turnover, mais par contre, c'est beaucoup plus rentable. Et les biens en longue durée, meublés et non meublés, comment tu les as gérés, tout ça ? Parce que ça demande du travail. Hein. Ouais, et en fait, j'ai eu la chance, grâce à mes réseaux, de rencontrer des personnes qui habitent en fait, dans les villages ou dans les petits bleds ou pas loin en fait, de chaque petit bled. Des personnes de confiance, en fait, des gens de ma communauté. Donc, je les ai rencontrés. Et puis, c'est un win-win parce que même encore aujourd'hui, la personne qui s'occupe de mon immeuble, ce dernier immeuble, c'est mon meilleur ami, en fait. Donc, on s'est rencontrés comme ça à travers les choses. Au début, il bossait pour moi. Et puis, au fur et à mesure, en fait, ça s'est transféré en meilleur ami. Et en fait, pour chacun de mes immeubles, j'avais un gestionnaire. On se démerdait un peu pour comment on se facturait, etc. Ils n'avaient pas forcément tous leur micro, mais c'était des gens, en tout cas, on s'arrangeait et c'était une présence sur place. Donc, quand il y avait un changement de locataire, ils faisaient l'état des lieux, machin, etc. Mais c'est moi qui rédigeais les baux, etc. Eux, ils venaient, s'il y avait un petit bricole, un petit nain, il avait les clés, il ouvrait, etc. Donc, sur chacun de mes biens, en fait, j'avais quelqu'un qui pouvait limiter, on va dire, hein, mais être le chapeauteur de petits trucs opérationnels qui me demanderaient un déplacement ou des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est bien. Tu t'es organisé pour cette partie location longue durée.
Colocation, c'était eux Non, aussi qui géraient? oui, colocation aussi, mais pour le Airbnb, j'avais la femme de ménage, pas de gestionnaire, moi, avec Bet24 en automatique, mail, etc. Incroyable, Bet24. Tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas? Bet24, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que c'est très compliqué à programmer. C'est moche, il n'y a rien qui va, mais en même temps, c'est le meilleur outil. C'est très toxique. Je vous conseille pas de le programmer tout seul. Je pense que vaut mieux payer quelqu'un 300 euros pour avoir votre programmation, etc. Parce que sinon, vous allez vous faire mal aux cheveux. Mais en gros, le client, dès qu'il réserve sur un Airbnb ou Booking, déjà, ça va canaliser tous les calendriers ensemble. Et du coup, vous allez pouvoir être tout centralisé. Et il va y avoir l'envoi des informations par mail. Tu peux faire plein de choses en fait. C'est des petites options qui sont payantes à chaque fois, mais c'est des petits centimes. Envoyer un SMS directement avec les codes d'accès sur le numéro des locataires. Envoyer un SMS avant qu'ils partent pour leur dire pensez bien à vider les poubelles, les machins, retirer les draps, etc. Et en fait, c'est illimité. Tu peux tout faire. Enfin, tout faire dans la limite du raisonnable, bien évidemment, mais c'est un gain de temps. Mais encore une fois, malgré ça, ça n'empêche pas les gens de dire t'as regardé les mails. Oui, t'as toujours des cassos, malheureusement, mais ça permet d'automatiser énormément. Ouais. Et c'est ce qui est incroyable parce qu'en fait, tu arrives à décorréler ton temps contre de l'argent grâce à toute cette automatisation. Ouais. Mais maintenant, je pense qu'avec l'IA, etc., ça va de plus en plus devenir obsolète, Bet24. Je pense que même à travers les plateformes intelligentes, que ce soit Airbnb, etc. Ça commence déjà. Hein, ouais, ça commence sur les messages déjà. automatisés. Je pense que tôt ou tard, Bet24 finira par se faire sucrer et se faire remplacer par quelque chose d'IA plus ergonomique et plus simple d'utilisation. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, quand tu commences à décorréler ton temps contre de l'argent et que tu vois que tu rentres X euros alors que peut-être que tu venais d'une famille d'entrepreneurs où tu n'avais pas ce côté-là, mais moi, je sais que tu travailles X heures et tu gagnes X heures. Donc, le travail se fait en fonction du nombre d'heures que tu bosses. Comprends. Mais quand tu automatises, et surtout en immobilier, c'est vraiment décorréler l'argent par rapport au temps que tu travailles. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu avais ce système-là, toi, de base? Pas du tout, en fait. Ce qui est bien. Ouais, pas du tout. Moi, j'étais surtout dans cette dynamique de je voulais tout arracher, en tout cas, à ce moment-là. Donc, je me contente. En fait, je me satisfais. C'est peut-être un peu hautain de dire ça, mais je me satisfais pas de ça, en fait. Je me satisfais pas de ça. Je voulais plus. Plus pourquoi? Ça, on va le découvrir après, tu vois. Mais en tout cas, je voulais plus. Me dire, j'ai 3000 euros de cash flow qui rentrent. C'est pas assez. C'est bien, mais what else, quoi, tu fais. Et puis, il y avait plus dans l'argent, mais il y avait plus aussi dans la notoriété de posséder du patrimoine, d'être quelqu'un, etc., etc. Mais aujourd'hui, la vision a bien changé. Ouais. Tu te comparais à qui pour vouloir toujours plus? Parce que les réseaux sociaux, c'est top, mais ça peut être aussi le piège où dans des moments down, tu vas un peu sur les réseaux et tu dis putain, Paul Leverne, il a levé plus que moi. Putain, je suis nul. Oh, Lanin, il a levé plus. Je pense que je me comparais à personne parce que j'étais assez atypique dans... Alors, je dis pas que je suis unique, hein, loin de là, mais en tout cas, à l'époque, il n'y avait pas grand monde de mon âge... dans mon énergie, qui faisait un peu ce que je faisais. Ouais, qui montrait son visage. Qui montrait son visage et qui était franc avec sa communauté. Et j'ai jamais cherché à... pour les gens qui me regardent ou quoi, j'ai un podcast et puis je balance... Tu balances tout. Ouais, je balance tout. Donc en fait, quand là, ils se disent, mais là, c'est pas clair, là, je sais pas comment ça se passe sur tes auditeurs, mais s'il y a des zones d'ombre, en fait, il y en a pas. Si tu vas sur mon truc, tu peux aller voir, il y a l'intégrité, il y a toute ma vie, j'ai tout dit, quoi. Donc... je me suis perdu dans la question, pardon, excuse-moi. C'était par rapport à comment tu t'es organisé petit à petit avec les années et surtout le fait de décorréler ton temps contre de l'argent. Ouais, comme je te le dis, j'ai pas eu ce process-là, mais par contre, l'idée, c'était de me dire, je veux ma liberté. Ma liberté, c'est combien? En fait, j'avais pour l'instant, tant que j'avais la niaque, tant que je voyais pas de zone de frein, qui arrivait plus tard, c'est-à-dire avec cet immeuble qui était devenu compliqué ou qui chronophage et puis de la pression quotidienne. Là, pour moi, c'était je fais mes travaux, tout est nickel, un petit gestionnaire, c'est loué, le cash flow qui rentre, on renchaîne. Donc en fait, pour moi, c'était ça. Et puis c'était un jeu d'enfant parce qu'une fois que tu l'as fait une fois, tu dupliques et puis après, c'est simple. Sauf qu'en fait, quand il y a des problèmes qui commencent à arriver, qu'il y a des charges mentales qui commencent à venir là, c'est là que ça devient compliqué et c'est là qu'en fait, tu te dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle en fait d'avoir tant de merde à gérer? Encore quand c'est des merdes parce que c'est le chantier et que il y a des merdes parce que c'est le chantier, c'est ok, mais quand t'as fait ton chantier et que là, il y a des merdes, c'est là que c'est moins drôle. C'est quoi comme type de merde que tu as pu vivre et comment tu les as subies et comment tu as trouvé des solutions? Des solutions, c'était très compliqué.
parce qu'en fait, c'est un immeuble que j'ai acheté rive gauche Rouen, juste pas loin du McDonald's, etc. Super beau projet, belle bâtisse. Franchement, il y avait 650 mètres, 700 mètres carrés. Il y avait 15 lots. Là, c'était pas plus en perso, c'était avec l'ASCI, c'est ça. Il y avait 14-15 lots, 3 commerces, etc. Ah oui, donc petit gros, parking. gros bébé. Gros bébé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, en fait, tous les dealers des petits bleds d'à côté, etc., ils sont venus en bas de l'immeuble. Oh, putain. Et celle qui planquait la chouffe, c'était la cassos de l'immeuble, dans mon immeuble. Donc, Une seule personne et ça t'a niqué. Non, ça s'est dégradé en fait, parce que le problème, c'est que quand t'as un afflux comme ça de pecnos en bas de ton immeuble qui zonent, qui font peur, etc., pour louer derrière, c'est plus compliqué. Donc, tu es obligé de descendre tes critères sur qui va rentrer. Donc, tu prends du semi-cassos qui gagne un peu sa vie, machin. Donc, en fait, tu réduis tes standards pour arriver en fait à te prendre la tête tout le temps, quoi. Tu te prends la tête. L'agence Century 21, elle m'a viré parce qu'elle voulait plus gérer le merdier. Ah oui. Donc, je me suis retrouvé tout seul comme un gland à gérer mon truc. Donc, j'ai trouvé un escroc qui m'a arnaqué, mais ça me convenait en fait. Mais il récupérait les loyers en cash, machin. Il me renvoyait l'argent, mais il prenait ça comme dessus. J'avais aucun suivi de plus rien, mais je n'avais surtout plus aucun pouvoir en fait. Je n'avais plus aucun pouvoir. Il y avait un mec qui squattait un appartement, le bail était même pas à son nom, mais ça faisait des mois qu'il payait pas. Il fumait tellement que les murs étaient collants de shit. Il avait même plus d'ampoule dans son truc. Et le gars, il était brûlé au 3e degré. Et quand tu l'ouvres, le gars, il était avec sa capuche, il te faisait peur à flipper. Et en fait, c'est moi qui payais l'électricité pour 3 logements dans cet immeuble, parce qu'il y avait un problème de compteur. Donc j'avais un compteur pour 3 logements et il payait. Mais comme lui, il payait pas, et à un moment donné, j'ai disjoncté en fait son sous-compteur. Il est descendu avec l'Imlan de 30 cm, me le mettre sous la gorge en me disant si tu remets pas l'électricité, je vais brûler ton immeuble, je te brûle, je m'en bats les couilles. Tic. Et on a remis le jus. Donc ouais, des choses comme ça, quoi. Donc pas fun du tout. Et puis j'arrivais avec la boule au ventre. Et la police, elle peut rien faire pour virer. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Mais en fait, c'est à coup de. S'il y avait des squats, coup de gestionnaire, coup de. Alors, lui, j'ai réussi à le virer parce que j'ai retrouvé le locataire actuel. Je l'appelle au téléphone et en fait, je lui fais un monologue en lui expliquant écoute, là, il y a quelqu'un d'un truc, le nom c'est toi, il n'y aura pas de procédure si le mec il dégage dans 10 jours. Donc, même si tu comprends pas, voilà, tu fais genre. Il y a pas, tu sais, le mec, il dit son nom, il dit. Ah bon? Pourtant, non, mais le mec, enfin bref. Ouais, je vois. Et du coup, il y a eu cette dette de 3-4 000 balles en fait qui a sucré. Le mec est sorti de l'appartement, donc j'ai pu le refaire et remettre quelqu'un dedans. Mais j'avais une porte en bois, tentative d'assassinat, j'avais mes caméras et tout, mais tentative d'assassinat, le mec est rentré avec sa Golf 7 dedans. Et tu vois dans la caméra, le mec il se fait éjecter, il se fait percuter par la voiture. Donc il y a 2 caméras, et tu le vois voler sur l'autre caméra, tu sais. Je te dis ça en rigolant, mais. Donc tu passes d'un petit immeuble de rapport à ça, où d'un coup c'est Vice City juste dans un immeuble. Mais c'est pas fini. Après, il y avait une grande maison dans le fond. Il y a un mec qui faisait des soirées privées le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir pour payer son loyer. Donc en fait, j'avais un digicode. Tu vois les mecs qui arrivent mettre des chasses dedans pour passer. Et puis les gens ils vomissent dans la cour, machin, ils titubent, ils truquent. Mon portail, j'ai dû le réparer 10 fois. Ou même un mec, un des commerçants, un livreur. Et il passe au-dessus du portail, il n'arrive pas parce qu'il doit faire une livraison. Le mec prend son maillet, il pète mes 2 moteurs pour ouvrir le portail. Non, mais t'y crois ça? Mais je te jure, quand je voyais les caméras, j'étais en train de me dire, mais dans quel monde je vis, quoi? C'est pas possible. Avec le recul que tu as maintenant, quelle erreur tu as pu faire dans tes critères de recherche? Est-ce que c'est de la malchance ou il y a des choses que tu aurais pu anticiper? Je pense qu'il y a une part de malchance, en fait. Parce que. En fait, c'est compliqué de se dire que est-ce que notre société va se dégrader. Enfin. Tu vois, il y a un côté de se dire est-ce que ça va se dégrader aussi vite? Est-ce que la délinquance va se dégrader aussi vite? Là, en fait, alors aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, mais en fait, quand j'étais là, moi, c'était des mecs qui mettaient des coups de sabre, il y avait un mort par semaine dans la rue, quoi. Et ça, on n'en parle pas, bien évidemment, mais ouais, c'était hardcore. Et en fait, moi, je suis arrivé. À Rouen, pourtant, Rouen, non, mais c'est pas la ville. Ouais, mais c'est Rouen rive gauche. Et en fait, l'erreur que je savais, c'est que déjà, c'était pas mon secteur. Ça a été, l'opportunité, elle m'a été apportée. Je l'ai pas fouiné, en fait. On me l'a apporté sur un plateau. Et puis, on m'a surtout apporté. Il m'a apporté le projet, il m'a apporté son banquier en plus. Ah oui, donc. C'est dur de dire non quand c'est comme ça. 3 ans de différé. C'était. Ouais, donc sur le papier, mais peut-être qu'il a créé ce pack complet pour aussi le vendre plus facilement. Parce que c'était pas contre. Il cherchait pas. En fait, c'était son projet, et puis il a eu un autre projet. Ok. Mais et puis il y avait un projet de la gare sur la rive gauche qui était à 500 mètres. Toute la rue devait devenir piétonne, etc. Il y avait un vrai projet. Donc sur le papier, c'était un projet sexy. Franchement, c'était très compliqué de pouvoir détecter le fait que tout allait partir en couille, en fait.
Et puis j'ai un miracle que j'ai réussi à vendre ce bien. Donc Ouais, parce que le louer est galéré, mais vendre, ça doit être. ouais, Comment bah t'as écoute, fait? on a perdu juste 30 000 euros. Après, on a eu Ce le qui est pas différé. grand-chose par Ouais, rapport à mais il tout y a ce le qu'il y a. différé. Donc... Mais en fait, le différé, on l'a réinjecté dedans. Donc en fait, Hmm. finalement, bon, opération merdique, mais qui m'a dégoûté de l'immobilier. Et, euh, et voilà. C'est ta seule opération que tu as Ouais. fait en SI parce que du coup, Non, on a fait les 3 ouais. immeubles et après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors après, il y a eu mon premier immeuble que j'ai acheté avec mon associé. Ok, celui-là très bien passé. Ouais, c'est là où j'ai commencé à faire des appartements à thème, escape game, Ah, ça on va etc. pouvoir en parler Ouais. aussi. Tu peux en parler un peu ou Ouais, pas? bah, l'idée c'était. En fait, j'étais dans une dynamique que je voulais commencer à m'amuser parce que répéter toujours le même Ouais, c'est schéma, boring au bout d'un moment. moi ça Tu te fais chier. m'amusait plus et du coup je voulais me dire bah je veux faire quelque chose, un concept un peu plus sympa, un peu plus innovant, etc. Et là, on était en quelle année? Parce que les appartements atypiques, 2021. tout le monde en parle maintenant, mais 2021, personne n'en Non, parlait personne n'en encore. parlait, mais j'étais le premier à faire ça. Comment t'es venu? T'es allé Bah, encore un voyage aux non, États-Unis ou je ne sais simplement où? parce que en fait j'avais envie de faire quelque chose de fun, quoi. Mais personne n'en parlait. Hmm. Les appartements escape game, en tout cas tel que je l'avais fait, ça n'existait pas en fait. Donc j'ai fait un truc sympa. À l'époque, mon ex était actrice, donc en fait j'ai fait un appartement à thème Alice au Pays des Merveilles, etc. Donc toute la décoration Alice au Pays des Merveilles avec un faux body au plafond et puis mon Ouais, ex. je m'en souviens, j'avais vu les vidéos, c'était hyper stylé avec un filet, je m'en souviens. Ouais, voilà. Alors encore une fois, j'ai dû faire en fait par rapport au prix au mètre carré pour pas faire n'importe quoi en fait, parce Exactement. que sinon, oui, j'aurais pu faire un appart de zinzin, de Alice au Pays des Merveilles, de malade, de Mais la fou. rentabilité, Mais ça la reste le nerf de la rentabilité, guerre. elle s'y perd. Et du coup, bah, aujourd'hui, je sais que dans l'immeuble, j'ai revendu l'immeuble il y a 3 ans, Ok. ou il y a 4 ans, il y a 3 ans, je crois. Et en fait, tous les biens sont Airbnb en fait maintenant. Et donc, il y avait 8 appartements. Moi, j'avais fait un loft avec un grand King Kong, avec un autre escape game, etc. En fait, à chaque fois, je mettais des petits thèmes sympas avec des briques qui se décrochent ou un truc vraiment interactif, pas où tu dois te déplacer, trouver des clés, machin, etc. C'était vraiment sympa. Et puis en fait, à l'issue de cet immeuble, donc on a enchaîné ensuite, on a fait une doublette en fait. Donc on a acheté quasiment les deux en même temps. Et le dégoût en fait de l'autre immeuble, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris, je sais pas, peut-être 3 ans et demi ou un Ah truc oui, comme oui, ça. donc ça a été un long Ah process. ouais, un long process. Et puis ça m'a dégoûté en tout cas d'investir tel quel dans des appartements, machin, etc. Parce que j'avais cette vision de vouloir être libre. Et là, en fait, j'ai été plus libre. Ouais, là, tu refais un pas en Ouais, arrière. tu refais un pas en arrière. Ouais. Sur les appartements atypiques, est-ce que tu conseilles aujourd'hui aux gens de faire ça? Parce que souvent, ce que conseillent certaines personnes, c'est d'aller dans des zones où le prix au mètre carré ne vaut pas grand-chose pour justement faire un espace atypique. Et en effet, tu vends un 1800 euros par exemple de cash flow, mais ce qui peut être aussi problématique, c'est à la revente. Soit tu revends un business, mais en fait, tu crées un business. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Est-ce que tu conseilles aujourd'hui de faire ce type de projet ou parfois quelque chose peut-être un peu moins excitant, mais au final qui rapporte et dont le rapport temps, énergie, argent Ouais. est bon? La question, c'est quoi en fait? La question, c'est qu'est-ce que je ferais si je repartais de départ et qu'est-ce À des gens là qui voudraient par exemple se Ouais. lancer dans des appartements Moi, atypiques, moi, ce que qu'ils achètent un immeuble de rapport, est-ce que tu leur conseilles de faire un espace atypique? Ouais. Alors, complètement, parce qu'aujourd'hui, en fait, déjà, tu te démarches de ça. Maintenant, je pense qu'il faut quand même avoir une âme créative euh, et de le faire bien. Faut pas le faire à moitié. Soit on le fait bien, mais en fait, le faire bien, bah, c'est tout de suite plus de budget. Il faut les bons artisans, le machin, etc. Je sais pas, je vois, tu sais, ça peut être des suites Titanic, ça peut être plein de choses. On pourra en parler un petit peu de mon projet en arrière-fond, parce qu'aujourd'hui, je me consacre que sur ça, même si c'est encore plus atypique. Mais acheter un appartement, mais ça, pour le coup, là, c'est OK pour moi d'acheter un appartement si c'est pour faire, vraiment un projet atypique. Mais moi, je ferais quoi? Je ferais une belle cinéma room avec un beau système son, un beau truc dans un garage. Tu vois, un garage où il y a un compteur, un truc comme ça, où en fait, t'as pas besoin forcément d'avoir beaucoup de fenêtres parce que c'est pas le thème. Donc, en fait, tu vas acheter un truc, je sais pas, peut-être 40 000 balles. Alors, pour le coup, d'être bien placé comme ça, c'est important. Mais d'acheter un garage avec un compteur, un truc où tu peux changer la destination, ou alors tu gardes juste en commercial, tu changes en commercial et puis tu fais une belle love room cinéma, home cinéma. Si t'as la place de mettre un petit jacuzzi, un truc comme ça. Voilà, moi, je ferais ça en tout cas si je repartais de rien. Sur des produits que les gens ne voient pas en fait, une sorte de petit entrepôt qui fait 50 mètres carrés
C'est des trucs comme ça en fait. Ok. Faut aller fouiner pour aller chercher le bon projet. Évidemment, tu fais pas ça dans un T3 quoi. Ok. Classique, tu vas payer trop cher. Enfin, je pense qu'il faut aller chercher Ouais, enfin, même un produit atypique un pour le produit rendre après atypique encore aussi. plus atypique. Ouais. Aller chercher quelque chose, aller chercher ce que les gens ne vont pas chercher et d'avoir la créativité de se dire je vais faire ça et ça va être cool quoi. Ouais. Donc là, quand on prend ton ascension, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, en effet, il y a cet immeuble à Rouen où Ouais. ça commence Ouais. soit à stagner, Ouais. à un peu moins monter vite. Ouais. Donc là, tu commences à être un peu dégoûté de l'IMO. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après dans Mais ta tête et dans ta vie pour... dégoûté de l'IMO, dégoûté de la France, dégoûté de la gestion, dégoûté de l'insécurité, dégoûté de plein de choses en fait, qui me crée une sorte de haine en fait qui se nourrit à l'intérieur de moi parce que être tout au fond de la campagne et quand on la subit pas ça va, mais là en fait moi c'est ma vie, je suis à Rambouillet, je suis dans la forêt de Rambouillet etc, donc je la vis pas, mais c'est vrai que là en étant porté sur le projet et de le vivre au quotidien cette insécurité là quand il y a quelqu'un qui te descend avec une lame de 30 cm, tu dis mais en fait je suis pas protégé en fait. Et t'as porté plainte, il s'est Mais passé bien quelque sûr, j'ai chose porté plainte, mais Et il s'est rien pas passé rien du tout. Mais rien du tout. Donc je me sentais délaissé en fait complètement. Et à partir de là en fait, pour reprendre un peu ma logique de fonctionnement, c'est de me dire je veux être libre de mon temps. Donc là, jusqu'à là, ça me plaisait ce que je faisais, donc ça m'allait. Mais maintenant là, il y a des problèmes, donc je veux plus de problèmes et je veux retrouver ma liberté de temps. Donc je vais faire quoi? Je vais vendre mes biens, donc comme ça, j'aurai plus la gestion et je vais pouvoir être heureux. Tout. Bah, Tu en veux tout cas, dans un premier temps, c'était vraiment déjà... Oui, alors c'était la dynamique, c'était de vouloir tout vendre. Et je me suis dit comme ça, là, j'aurais plus de gestion, je serais heureux, je serais en paix, j'aurais de l'argent et trop bien. Donc ça suit son processus. Encore une fois, j'ai encore un immeuble là qui est en compromis, donc ça a pris beaucoup de temps, mais à un moment donné, quand t'enlèves les grosses merdes, bah, ça calme, c'est tranquille quoi. Donc je me retrouve avec de l'argent, beaucoup de temps, plus de problèmes. Et heureux enfin. Heureux, tu vas voir, je mets des petites parenthèses. Donc là, je me dis, bah là, je repars voyager, tu repars voyager, et puis tu reviens en France, puis tu te dis, mais je suis pas. En fait, il manque un truc. Il manque un truc, et donc en fait, début d'une dépression, parce que t'es pas heureux en fait. Tu te dis au début, c'est l'accumulation, tu vas être heureux, et je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent vont se dire, quand j'aurai plein d'appartements, du cash flow, là je serai heureux, je pourrais kiffer, voyager, etc. Je t'assure, pour l'avoir fait, d'avoir le cash flow, d'être heureux, j'ai voyagé, j'ai fait 40 pays, donc j'ai voyagé énormément solo, en road trip, en moto, vivre des sensations fortes, etc. Quand t'as fait le tour de la boucle, tu reviens à la case départ, il n'y a rien qu'à changer en fait. Ton niveau de. En tout cas, si t'es pas bien et que tu te le voiles et que tu te le dis pas, ton niveau de mal-être, il est toujours présent. Et du coup, dépression qui commence, les drogues, etc., pour aller chercher en fait un réconfort autre que ce truc-là. Sauf que comme en fait, t'as un petit peu. Les gens, dans leur vie, ils ont l'objectif qui est commun, c'est d'aller chercher en fait cet objectif financier. Et c'est l'objectif de tout le monde. Tout le monde veut être bien financièrement. Et moi, j'ai eu cette chance parce que je me la suis créée, qu'à 24 ans ou 25 ans, en fait, j'avais cette liberté de temps et d'argent. Pas de famille, pas de gosse, pas de machin. J'étais libre, en fait, de tout. C'est comme si j'avais coché toutes les cases quelqu'un qui bosse toute sa vie, entre guillemets, qui veut atteindre là, il va mettre 60 ans pour arriver là, et puis après, il aura sa petite vie de famille, et puis ça va se poser, tu vois. Alors que moi, à 25 ans, en fait, j'avais déjà coché un peu toutes mes cases, et j'avais fait tout le tour de la boucle, et de me dire, waouh. Et je dis pas ça pour me dire en mode, genre, j'ai tout fait, et c'est égocentré, c'est juste pour dire, ouais, bah là, il se passe quoi, en fait, what else? Et puis là, début de dépression, en fait, qui démarre, et c'est pas tant la dépression parce que là c'est encore une fuite, donc c'est simplement en fait faire la fête, prendre des drogues, etc., et puis pas de projet en fait en perspective parce que j'avais pas envie de faire des projets ou quoi que ce soit. Et puis le début d'une idée d'expatriation, donc en fait dans l'attente que mes biens se vendent et que je vais m'expatrier, en fait il y a cette décadence en fait qui se crée dans l'attente de me dire bon là mes projets ils se vendent tranquille, là il se passe pas grand chose, donc je voyage, je fais la fête, etc. Tu te faisais pas chier aussi? T'avais des projets quand même ou... Non, il y avait pas de projet. Le projet c'était expat. Non mais je veux dire des projets de, je sais pas, ok je vais faire du sport, Oui, le sport. Tu t'embêtais pas au bout d'un moment? Non, le sport a toujours été dans ma routine. J'ai envie de te dire heureusement, mais non, il y avait la décadence en fait. Mais en fait, j'ai tellement vécu ce stress-là de mon projet que de ne rien avoir et en fait juste de me péter le crâne. Je crois qu'il y avait une forme de
que ça me convient en De fait. libération pendant un Ouais, petit ça me moment. convient à l'instant T. J'ai l'argent. Donc qu'est-ce qui m'empêche en fait de juste, et c'est une forme de fuite bien évidemment, mais j'ai de l'argent, qu'est-ce qui m'empêche en fait de me mettre minable? Pas grand-chose finalement. Bon, évidemment, il y a un moment donné où tu te dis, et en fait, le problème, c'est que tu te dis, mais je vais pas, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Je vais pas rester comme ça toute ma vie. Et Ouais, c'est là que ça devient dur. Et en fait, c'est là où tu entames vraiment une vraie forme de dépression, etc. Et puis c'est là qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. C'est-à-dire, une fois que j'ai vraiment touché le fond et commencé à creuser le fond, qu'il y a une sorte d'éveil. On en parlait en off, même si on va pas parler un petit peu tout ça, mais il y a une sorte d'éveil, prise de conscience, en fait, de mon état émotionnel, comment je me ressens, mes traumas, le mal-être qui est à l'intérieur de moi, les fuites et plein de prises de conscience en fait de plein de choses qui m'ont amené sur un chemin complètement différent où j'ai coupé les réseaux, où j'ai changé de perspective de vie, j'ai changé la personne que je veux être et cherché des objectifs plus sains, meilleurs, etc. Essayer de mieux me comprendre, mieux me connaître, que ce soit par les psys, etc. Donc il y a eu toute une démarche. Toute une ouverture en tout cas comme ça pour essayer de comprendre qui je suis, comment je fonctionne et comment je peux essayer de faire en sorte d'aller au mieux, d'aller voir mes traumas, soigner mes traumas, etc. etc. Parce que je ne l'ai pas dit forcément, mais en France c'est assez compliqué, beaucoup de besoins de reconnaissance paternelle que je n'ai jamais eu, etc. etc. Donc il y a tout cet ordre-là. Puis après, expatriation en Thaïlande avec ma chérie. Et dans l'idée de faire un projet au style Avatar, en fait, une immersion Avatar. Retourne sur un projet atypique. Voilà, mais plus gros. Donc c'était 12 modules avec enfin vraiment c'était un gros projet avec une levée de fonds de 2,5 millions. Ah oui. Donc j'avais rencontré le maire de Koh Samui, j'ai trouvé le terrain. Enfin, il y avait vraiment, en tout cas, c'était de bonne voie, même s'il y avait rien de simple, mais c'était en bonne voie en tout cas pour vraiment créer ou commencer à construire quelque chose. Tu repartais sur 2 projets, expatriation plus un projet immobilier. Alors, donc expatriation, en fait, on était en phase test. Mais en fait, moi, je fais surtout que ça faisait déjà 2 ans que concrètement il se passait pas grand chose à part être dans le fond du trou, mais là en étant avec ma chérie elle m'a redressé, donc j'ai retrouvé une sorte d'équilibre de vie qui fait que alors entre temps il y a eu une année vraiment où j'étais avec ma chérie où j'ai pris beaucoup de temps pour moi, donc la séance de psy, je suis parti, on a déménagé une première fois près de Montpellier au calme, etc., pour retrouver de la sérénité. Et puis ensuite, l'idée de partir en Thaïlande est venue un peu. C'est venu petit à petit. Voilà, c'est venu petit à petit. C'était pas en mode genre, je suis pas bien, je Allez, Thaïlande. non, voilà. Donc, non, c'est venu petit à petit. J'ai déjà pris beaucoup de temps pour moi, pour me reconstruire, en fait, finalement, cette brisure. Et en étant en Thaïlande, en fait, ma chérie se sentait pas trop bien. C'est pas sa culture, elle est mi-française, mi-british, etc. Donc elle est très famille, animaux, etc. Et c'est vrai qu'en Thaïlande, on ne retrouve pas du tout ces trucs-là. Et puis elle a monté sa boîte, en fait, en communication spécialisée dans les chevaux. Donc elle gère la communication de grands haras, de formateurs équins, etc., etc. sur les réseaux. Et du coup, en fait, c'est quand même compliqué parce que ses clients sont en France, donc il y a le décalage, etc., etc. Donc c'était pas évident. Et puis c'était le début de sa boîte, donc compliqué. Et puis c'est surtout qu'elle avait elle-même en fait sa propre dépression en étant en Thaïlande parce que c'est pas la même bouffe, etc. Enfin, c'est un changement de vie radical. C'est un changement de vie radical et ça les gens ne le perçoivent pas tout le temps. C'est-à-dire que de se dire, ouais, la Thaïlande, pour 2 mois en vacances, c'est génial, pour y vivre. Moi, j'étais bien, mais je sentais que c'était pas chez moi. Il y a toujours ce côté-là avec la France, on a envie de quitter, mais une fois que t'es parti, t'as envie de revenir. En fait on a du mal à se rendre compte la chance qu'on a. Encore une fois, tout dépend de où est-ce qu'on habite, mais en tout cas, moi, dans ma forêt perdue, je balade mes chiens, je suis dans la forêt, je sens l'odeur de la terre mouillée française, cette odeur boisée. Moi, c'est un kiff que tu peux pas retrouver en Thaïlande. Cette odeur-là, quand j'ouvre ma petite fenêtre le matin, il y a la petite brume, machin, c'est ma dopamine à moi, en fait. Et ça, tu l'as pas en Thaïlande. Et du coup, on est rentré en France, donc abandon du projet Avatar là-bas. Et t'avais pas avancé de fond et tout ça, Non, j'avais pas avancé de fond. On est parti vivre dans le sud, mais elle s'est pas sentie bien aussi dans le sud parce qu'en fait, elle avait besoin de beaucoup de présence en fait, parce que nous, c'est tout ce qui est équin, c'est du côté de Rambouillet, tout ça. Donc en fait, elle faisait pas mal d'allers-retours, etc. Et on n'y trouvait pas un rythme. Et j'avais un autre projet qui a capoté. Et du coup, retour dans notre région natale au point de départ finalement, mais dans plus sain, plus aligné, dans une bonne dynamique pour, en tout cas, essayer de construire quelque chose qui fait du sens. Et j'ai relevé ces points chez moi, en tout cas, c'est de créer de l'émerveillement, en fait, créer un effet waouh chez les gens. Tu vois, j'ai été magicien professionnel pendant 10 ans, semi-professionnel, professionnel, j'ai fait pas mal de prestats quand même. Mais du coup, je créais l'émerveillement chez les gens. J'avais ma créativité, mais j'avais pas l'espace rentabilité et création de système.
Donc en fait, ça me faisait 2 points. Pas les 3. Et du coup, ça m'a coupé parce que je me suis dit, et puis même l'estime de soi, enfin, reconnaissance paternelle, etc., très compliqué. T'es magicien, t'es le clown, quoi. T'es le bouffon du roi pour voilà. un père entrepreneur. Voilà, c'est ça. T'es devenu le bouffon du roi. Et du coup, là, en créant quelque chose d'atypique, en fait, je crée l'effet waouh chez les gens. J'ai ma créativité qui explose, en fait. Ça me stimule. C'est ça qui me stimule. Et j'ai la rentabilité et la création de système. Ce qui fait que même si je suis pas là, ça me paye. Et ces 3-là, en fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui me drive. Même si là, en fait, le projet, on va pouvoir en parler un petit peu de mon projet si ça te dit. Ah, bien sûr. Mais c'est de refaire un peu le avatar que j'avais prévu en Thaïlande, mais en format beaucoup plus réduit avec une capsule. Donc pour ceux qui ont vu le film Avatar, vous savez, dans le Avatar 1, ils ont des modules qui déposent en fait dans la jungle pour pouvoir s'incarner dans le Avatar. C'est typiquement ça en fait que je veux faire, mais au format habitable, etc. à l'intérieur, avec toute une immersion, c'est 5000 m² de forêt, etc. avec les fausses plantes, enfin bref, vraiment toute une immersion avec un escape game hyper poussé où les gens vont venir avec home cinéma à l'intérieur, etc. vivre une expérience comme s'ils étaient déconnectés du monde réel pour venir à Pandora, quoi. Donc, c'est une sorte de tiny house du coup? Non, pas vraiment. Non, c'est sur une base de conteneurs, sur des technopieux. Et puis après, il y a toute la décoration en fait autour, etc., etc. Donc c'est en bonne voie en tout cas pour se faire. Je pouvais pas me prononcer si tu m'avais répondu la semaine dernière pour faire le podcast, mais là en tout cas, trop cool. C'est en bonne voie pour se prononcer. Et là, je trouve mon équilibre. J'ai hâte, tu vois, ça fait 4 ans ou 3 ans et demi que il se passe pas grand chose en fait depuis le gros déclin parce que j'ai eu beaucoup de temps pour moi. À me retrouver, savoir comment je fonctionne, essayer de pas nourrir les fantasmes de mon ego sur de la de la reconnaissance ou le besoin d'écraser les autres ou juste d'avoir que des relations par intérêt, etc., d'avoir calmé tout ça pour repartir sur des bases plus saines. Ouais, parce que l'idée c'est je pense avant tout d'être heureux, d'être épanoui et d'essayer de trouver son chemin dans tout ce merdier parce que c'est pas facile. Pour l'être. En tout cas pour moi, ça n'était pas facile. Et je pense que chaque personne a son épreuve de vie et son chemin à trouver. Et peut-être que quand les gens ils auront coché la case money, c'est là qu'ils vont se rendre compte de la difficulté et que la difficulté, elle n'est pas dans le chemin pour arriver à cocher la case money, mais qu'elle est après. Parce que arriver jusqu'à la case money, et c'est pour ça que d'ailleurs on voit plein de milliardaires ou plein de millionnaires qui ne sont typiquement pas heureux, ou tous les enfants de millionnaires qui sont dans la drogue, etc. C'est pas un mythe. Et pourtant, quand on est dans la course, on s'occulte ça en fait, on se rend pas vraiment compte, on se dit non mais là je serais heureux quand il y aura du flouze dans mon pèse et ça a tout changé dans ma vie et là je serais en bonne santé, j'aurai toutes les filles que je veux, les filles, les machins, le truc, mais c'est que du matériel, c'est que matériel et ça ne soigne pas du tout en toi l'enfant qui est traumatisé et qui a tous les traumas et tous ces besoins de reconnaissance en fait qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie en pleine conscience et de faire les choses avec le cœur, quoi. Ouais. Je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que tu avais un dégoût de la France. Donc, tu as vendu beaucoup d'IMO, tu as récupéré beaucoup de cash. On sait qu'avoir du cash, c'est bien parce que tu dors bien, mais avec l'inflation, ton cash, tu vas le perdre à petit feu. En faisant des recherches de financement, tu as pu découvrir ce qu'était le monde bancaire avec les avantages, mais aussi les inconvénients. Au même moment, notre génération, on découvre la crypto, notamment le Bitcoin, avec tous les avantages que ça a, le fait de pouvoir être libre avec ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, tu peux envoyer de l'argent où tu veux, tu n'as pas à te justifier, etc. Bon, après, il faut bien être sécurisé au niveau de ta ledger, au niveau des process pour éviter qu'on te vole. Quel a été ton point de vue? Et je sais que tu as investi en crypto, notamment avec pas mal de ton cash, c'est pour ça que je vais te poser cette question. Pourquoi tu as fait ça? C'est un ras-le-bol de la France, de l'inflation, de côté politique. Est-ce que tu es vraiment à fond Bitcoin et tu crois énormément? C'est quoi ta vision par rapport à tout ça? Alors, c'est pas forcément le sujet qu'on va rentrer, mais je pourrais me qualifier d'ultra-complotiste, même si je vais parler d'aucun sujet de cet état-là, mais je n'ai aucune confiance au gouvernement français, à l'État français, que ça soit bancaire ou autre. Je pense que tôt ou tard, on viendra mettre la main au panier pour venir se servir dans vos comptes, donc protégez-vous. Je dis ça, mais en fait aujourd'hui j'ai la liquidité sur mon compte parce que j'ai mon projet qui va démarrer, mais l'idée c'est justement de le placer. Donc ouais, je vais pas rentrer en détail là-dessus, mais j'ai absolument aucune confiance dans notre gouvernement actuel.
Et pour répondre à la question, excuse-moi, tu m'en as posé plusieurs. C'était- Oui, la crypto. Ouais, la crypto. Donc en fait, j'ai commencé à m'intéresser en fait à la crypto au début plus dans un esprit Gumball. Et puis en fait, plus ça va et plus j'en ai appris sur la réalité en fait de comment le gouvernement nous chapote en fait. Hein. C'est corrompu jusqu'à la moelle de la moelle de la moelle et on s'en rend même pas compte. Mais vraiment, on est juste du blé quoi. On est vraiment du blé et c'est corrompu au plus profond. Et du coup, en fait, j'ai pas envie de jouer dans un jeu où c'est corrompu parce qu'on C'est perdu d'avance. c'est déjà perdu d'avance. Donc l'idée, alors la crypto, comme je te l'ai dit, c'est plus dans un esprit Gumball, même si là, le bull run qui s'est passé, c'est pas passé de la meilleure des façons. Je pense que pour beaucoup de personnes. Parce que moi, je suis pas trop exposé BTC. Ok. Beaucoup sur les alts. J'ai pas les alts, là, il n'y a pas eu la alt season. Ouais, je suis assez confiant sur les alts que j'ai. Encore une fois, j'ai pas d'émotionnel là-dessus. J'ai posé quand même beaucoup d'argent, mais j'ai pas d'émotionnel là-dessus. Ou du moins plus maintenant. Je laisse tourner le truc. Encore une fois, ce que j'ai appris, c'est que l'argent ne faisait pas le bonheur. Donc quand tu apprends ça... T'es détaché? Ouais, je suis détaché. Alors attention, quand j'en ai plus, je commence à... Enfin, quand je sais que j'en ai moins, j'ai le stress qui revient là. J'ai ce truc-là en moi, en tout cas, qui fait que ça me stresse. En tout cas, d'en manquer. Mais ça te détache aussi, en fait. Enfin, ça te détache quand t'en as beaucoup, et quand t'en as plus beaucoup, ça te remet à stresser. Enfin, je pense que c'est assez naturel. Mais voilà. Et oui, en fait, le Bitcoin, que ce soit le Bitcoin ou les cryptos, en fait, c'est retrouver sa souveraineté à travers son propre argent et sa propre sécurité de pouvoir faire les choses et pouvoir se déplacer, avoir son pouvoir, en fait, simplement. Donc, non, pour moi, c'est une très bonne chose. Et je pense surtout que à l'avenir, en fait, les fiat se feront manger complètement par le BTC et qu'il y a un bel avenir en tout cas pour lui. Si jamais il n'y a pas un Satoshi Nakamoto qui nous fait pas une dinguerie de sortir de je sais pas où, de je sais pas quoi, ou voilà. Mais bon, on n'a pas de boule de cristal. Maintenant, je pense que le BTC peut aller plus haut. Ouais. Ton patrimoine, tu le développes comment? Parce que ce que j'ai pu voir avec de nombreux investisseurs, c'est qu'en fait, quand tu n'as pas de capital, la meilleure façon de créer du capital, c'est soit d'entreprendre, soit d'investir dans l'immobilier. Tu as choisi un peu l'option 1, mais aussi l'option 2. Tu as créé du capital, et souvent, ce qu'on conseille au final, parce que l'immobilier, on dit que c'est passif, mais c'est passif avec des guillemets, tu vois. Donc, tu as revendu pour justement récupérer du cash et réinvestir sur des produits beaucoup plus passifs. Aujourd'hui, ton patrimoine, comment tu l'as investi et comment tu l'as développé, sachant que tu as beaucoup diminué l'immobilier. Comment tu t'es organisé et c'est quoi ta vision par rapport à ça? Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de vision à proprement parler. Déjà, j'ai bien géré ma fiscalité, ce qui fait que j'ai jamais payé, à part avec mes SCI. D'ailleurs, ça m'a dégoûté hein, de payer autant d'impôts. SCI, t'étais à l'IS, je t'ai même pas demandé. Ah oui, donc à l'IS, on a payé 100 000 euros d'impôts, donc ça a piqué. Mais surtout, mes biens en perso en LMP, que ce soit mes résidences principales ou rien, j'ai jamais payé. Que ce soit sur mes loyers, Bon, là, si, après, on met des CSG ou des taxes de rentier, tu vois. Enfin, c'est la première année que je l'ai pris, 1400 balles, mais j'ai vraiment pas compris ce que c'était. En fait, bah non, taxe de rentier, ouais, super. Donc, j'étais dégoûté, ça aussi. Mais bref. Et du coup, excuse-moi, réclame-moi sur la question. Par rapport à ton patrimoine, comment tu as développé ton patrimoine une fois que tu as reçu tout ce cash? Il n'y avait pas vraiment de stratégie à proprement parler. En fait, c'était plus le coup d'opportunité par rapport à comment... Il n'y avait pas de structuration, en tout cas jusqu'au bull run de l'avant, où en fait il n'y a pas eu d'elle saison, mais bon, j'ai pas Madame Irma, mais je m'étais fait défoncer au bull run d'avant, donc j'avais appris les cycles, j'avais compris comment ça fonctionnait. Le cycle des 4 ans. Voilà, etc. moi je me suis fait défoncer. Là, il n'y a pas eu de cycle de 4 ans sur les all season. Non, je me suis fait défoncer, mais du coup c'était plus une opportunité de je vends un bien, j'ai un peu de cash, je garde un peu de cash de côté, je place. J'ai investi aussi dans une entreprise qui s'appelle Corsair qui fait du recyclage en plastique sur des pyrolyses en fait. C'est quoi des pyrolyses? C'est des sortes de grosses turbines où tu mets du plastique brut blanc et en fait ça le recycle en gasoil, donc c'est tout neuf. T'as fait du private equity? Voilà, j'ai fait du private equity. Et en fait, j'ai acheté, tu vois, comme la taxe carbone, et ben, en fait, il y aura, tôt ou tard, ça va arriver, taxe plastique, pardon, et du coup, ils émettent un jeton, et j'ai acheté beaucoup de ces jetons qui permettent de dépolluer. Et en fait, ça grossit, donc c'est vraiment en train de grossir. Et j'ai mis beaucoup d'argent, en tout cas, dans ce projet sur lequel je crois fortement.
une belle somme, tu vois, Ok. 70 000 euros. Ah oui, donc très Et, belle somme. ouais, et je suis allé visiter les usines à Bangkok, etc. Il y en a en Finlande qui se construisent un peu partout dans le monde. Si ça fonctionne, c'est comme si tu achetais le Bitcoin à 60 euros, tu vois. Ouais, Donc, c'est une prise de risque, encore une voilà, fois, qu'il prise faut de prendre risque. Donc avec les avantages et les j'ai inconvénients. diversifié sur pas mal de petits trucs, dont les cryptos beaucoup. Et aujourd'hui, je te le dis, à part ma source de revenus de 1400, après j'ai fait aussi la vente de formation à travers Instagram qui m'a ramené beaucoup d'argent pour pouvoir payer mon lifestyle, partir en voyage, etc. Je touchais jamais l'argent de mon immobilier. Ah oui, donc ça, c'est incroyable. Donc je touchais pas l'argent de l'immobilier, mais je vivais que en fait avec l'affiliation et ce genre de Donc choses-là. pour toi, il faut quand même entreprendre en plus de l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent, j'ai juste envie de faire de l'immobilier et vivre de mon cash flow. Pour toi, faut quand même entreprendre et faire d'autres projets. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller à ces gens-là? Ça peut être de l'accompagnement. Si t'es bon dans ce que tu fais, ça peut être dans l'accompagnement de ce que tu fais. Faut que ça fasse du sens, en fait. Faut que tu aies envie de le faire. Moi, j'adorais le faire par la création de systèmes et pas de dépendre de mon temps pour créer de la valeur. Donc, la formation, c'était super pour moi. Maintenant, si les gens sont pas à l'aise avec la vidéo, la caméra, ou etc., de faire de l'accompagnement en physique, pourquoi pas. Ça fait toujours un peu de beurre dans les épinards, mais il faut que ça plaise, en fait. Il faut pas que ça soit une contrainte. Je pense qu'il faut pas que ça soit une contrainte, quoi. J'ai envie de te dire, même si t'es bon en travaux, fais des travaux, tu vois. Fais des travaux, mets ta petite micro-entreprise, les gens, les artisans, c'est des bons artisans. Tout le monde il y a de la demande à l'infini. Depuis tout à l'heure, tu as répété plusieurs fois création de systèmes. Tu peux expliquer exactement pourquoi c'est important de créer des systèmes à tes yeux et qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir? Parce que les gens, ils comprennent pas bien ce qu'est un système. Et souvent, les gens, on est beaucoup habitués à travailler X heures et recevoir X. Tu peux expliquer aux gens ce que c'est? Créer un système, selon moi, c'est travailler dur pour mettre en place en fait un mécanisme qui fait que tu vas recevoir un récurrent sans y mettre de l'énergie ou alors en mettant le minimum. Donc typiquement, quand tu as un bien immobilier, que tu as une gestion, imaginons tu prends une agence, etc., tu as acheté ton bien, tu as fait tes travaux, tu as mis ton agence, une fois que tu as fini le process, tu as ton compte en banque et tu as l'argent qui tombe sur ton compte en banque. Et là, tu as créé un système. Alors après, il existe plein de systèmes, mais en tout cas, c'est celui-là que moi je maîtrise le mieux. Et c'est surtout de ne pas dépendre physiquement de ton propre système, en fait. Ce qui te permet de pouvoir dégager du temps pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir prendre du temps pour ta famille, pour pouvoir prendre du temps pour ce que tu veux ou ce que tu veux faire. Voilà. Sauf que si le projet, c'est de créer un autre système, pour recréer un autre système, pour recréer un autre système, attention, c'est là que tu vas te perdre. C'est un jeu sans fin. C'est un jeu sans fin, ouais. Et est-ce que, après toutes ces périodes que tu as vécues, est-ce que tu sais enfin, entre guillemets, vers où tu veux te diriger? Quelle est ta vision sur les prochaines années? Et est-ce que aujourd'hui tu es heureux ou tu tends encore à trouver l'équilibre parfait pour avoir ce bonheur, entre guillemets? Très compliqué, hein. Très compliqué comme question. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin pour ma part, comme je te l'ai dit, et je t'en parlais en off, beaucoup de méditation, etc. Pour m'aider. Je pense qu'il y a encore un gros schéma ou des traumas à apaiser à mon niveau. Là, je pense que ma priorité pour le moment, après 3 ans et demi sans rien faire, c'est de faire un projet qui me stimule et de le faire en conscience. Pas de le faire pour l'argent, pour exister. En tout cas, de toute façon, c'est dérisoire ce que je vais faire dans mon projet. Donc, n'importe quel investisseur me dirait, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que, en fait, j'ai juste envie de me faire kiffer. Donc, j'ai envie de kiffer. J'ai envie de pouvoir avoir du temps pour être avec ma chérie, mes petits chiens, retrouver en fait de la simplicité de vie et travailler sur soi. Être vraiment plus en conscience de mes choix, ce que je veux, etc. etc. Et c'est très dur en fait, parce qu'il n'y a pas de carte en fait. La carte, tu la crées toi-même au jour le jour pour essayer de sentir ce qui est le plus juste pour toi, ce qui est le plus sain pour toi. Là où, quand tu fais de la merde, de pouvoir reconnaître que c'est pas la bonne voie ou que tu t'es trompé, de pouvoir mettre son ego de côté, tout ça, c'est très délicat. Non, je suis loin d'être sorti de tout ça. Je suis encore dans une phase très compliquée. On en parlait en off. Mais je pense que ça prend du temps. Je pense que ça prend une vie.
surtout. Je pense que ça prend une vie de trouver sa paix, en tout cas quand on la cherche. Donc voilà. Ouais. Bah, trop cool. Est-ce que il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée pendant l'épisode? Pas- Tu recoupera, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, je réfléchis. Une question que j'aurais aimé que tu me poses. Je peux revenir sinon sur un point où je Ouais, t'ai pas. attends, je réfléchis. Ouais, Ok. c'est à la suite un peu de notre conversation, la question que j'aurais aimé que tu me poses, c'est est-ce que tu aurais aimé mettre plus de conscience, plus d'instant présent en fait à ce que tu faisais quand tu étais dans cette démarche de vouloir tout bouffer, tu vois? C'est-à-dire? Est-ce que j'aurais pu essayer de comprendre les schémas de répétition ou la fuite que je cherchais à avoir en fait pendant ce moment-là en fait? Est-ce que je pense que j'aurais jamais entendu en fait, même si quelqu'un de sage m'aurait dit attention tu te perds, etc. Je pense qu'il fallait aller bouffer le mur pour le Ouais, comprendre. faut se brûler pour savoir que le feu ça brûle, Ouais, quoi. je pense qu'il faut aller se brûler. Et je suis pas sûr que finalement ça aurait changé grand-chose parce que je pense que il faut aller prendre le mur pour comprendre le choc que ça fait. Donc non, j'ai pas vraiment de questions. Pas vraiment de questions, ouais. Ok. Non. J'ai une dernière question, avant-dernière question. Chaque entrepreneur et investisseur que j'ai pu rencontrer, il y avait une grosse source de frustration qu'ils ont réussi à créer en motivation pour justement entreprendre. Il y en a à l'inverse, cette source de frustration, ça peut être leur justification pour descendre vers le bas. Toi, tu as quand même fait de très beaux projets, donc cette source de frustration t'a quand même beaucoup amené vers le haut. Quelle a été, selon toi, cette source de frustration? Et est-ce que le fait d'avoir fait tout ça, ça a atténué cette source de frustration ou pas? Il y a eu plusieurs, éléments déclencheurs en fait. La reconnaissance, le souhait d'avoir la reconnaissance de mon père sur ce que je fais, chose que je n'ai jamais eue parce qu'il n'a jamais visité aucun de mes immeubles. La soif dans le climat et le conflit familial qu'on a dans notre famille, en tout cas plus maintenant parce que ça attend à s'apaiser. Mais le fait de vouloir écraser mon frère comme il a pu, mon grand frère, je parle, comme il a voulu toujours m'écraser. Donc c'était dans cette démarche-là de vouloir lui prouver que j'existe. Que tu es le meilleur côté compétition. Voilà, que je suis le meilleur compétiteur parce que notre père nous a toujours mis en compétition. Donc là, c'était vraiment l'idée d'écraser ça. Et ensuite, en 2018, j'ai eu une rupture amoureuse où j'étais tombé fou amoureux d'une fille en fait qui m'a mis dans la friend zone. J'avais aucun code, quoi que ce soit. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aussi donné une énorme niaque pour lui prouver en fait qu'elle avait eu tort. T'as pas misé sur le bon poney. Qu'elle avait eu tort. Et encore une fois, en fait, dans cette dimension de vie, elle s'en fout que j'ai 40 appartements ou pas, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, à l'époque, en fait, je me dis juste, à travers l'image parentale, de dire, quand t'as une réussite, t'as tout ce que tu veux. Quand t'as de l'argent, t'as tout ce que tu veux. Ou quand t'as une belle voiture, t'as toutes les femmes que tu veux. Et en fait, c'est le code qui était implanté dans ma puce, alors que c'est pas du tout la réalité. Et qu'il y a des gens qui vivent juste d'amour et d'eau fraîche et qui sont peaceful et juste... quelqu'un qui est un peu égocentré et qui veut en faire plus, ça peut prendre du recul. Je ne sais pas exactement quel était le sujet, mais c'est ça qui m'a donné la vraie motivation. Et même quand j'avais déjà un bien, un machin, et les 40 refus bancaires, oui, je pense que c'est grâce à elle. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années, les prochains mois à venir aussi? Ouais, trouver du sens, trouver de la paix, que mon projet s'établisse, que je puisse trouver un renouveau d'excitation. En tout cas une joie de vivre au quotidien, que ça soit à travers mon couple, mais en fait je le vois aujourd'hui que un projet est important dans ton quotidien parce que sans projet en fait c'est très compliqué de lever toujours la tête. Donc avoir un projet en tout cas qui fait du sens pour moi tel que ça l'est là aujourd'hui, trouver la paix, de se sentir épanoui et essayer de donner le meilleur, que ce soit pour moi mais aussi pour les autres, surtout pour les autres, d'être plus à l'écoute. De moins couper la parole, d'être moins égocentré, etc. D'essayer d'être la meilleure version de moi-même. En tout cas, je suis bien aidé par ma chérie. Et la santé aussi. Ouais. Qui est le nerf de la guerre. Ouais. C'est vrai que notre génération, trouver du sens, ça se joue énorme. Enfin, j'ai de plus en plus d'amis qui, justement, par exemple, se faisaient des couilles en or en finance et qui la arrêtent pour justement
donner du sens, parce que c'est vrai que parfois, tu gagnes en effet très bien ta vie à faire des PPT et tu gagnes, je sais pas, X milliers d'euros par mois. Mais au final, tu vois jamais la vraie valeur ajoutée que tu apportes au quotidien. C'est vrai qu'on a une génération où de plus en plus, on se détache du schéma familial et on se dit, OK, ça vous a fait peut-être plaisir, le fait que socialement, oui, mon fils, il gagne X euros et tout ça. Mais là, chercher à ouvrir, par exemple, à entreprendre, à se sortir du cul, alors tout simplement. aider les autres. Aider les autres. Moi, je le fais, enfin, en tout cas, moi, je le fais à travers le fait de faire de créer un effet immersif, waouh, de déconnecter les gens. C'est ma façon à moi d'aider les gens, en tout cas dans le schéma que j'ai trouvé dans ma construction qui me permet de m'épanouir et d'épanouir. Bon, évidemment, il y a une contrepartie, c'est de l'argent, etc. Mais en tout cas, c'est ma façon à moi, ou alors en tant que magicien, de créer un émerveillement chez l'autre. Cet émerveillement, c'est ça qui me nourrit. Quand je fais un effet, c'est ça qui me nourrit. Quand les gens vont rentrer dans mon Airbnb, c'est cet émerveillement, ça me nourrit. Je pense que chacun va besoin de trouver sa voie pour le trouver, ce qui le nourrit et ce qui lui fait du sens dans le partage ou quoi que ce soit, peu importe. C'est pas facile. Je pense que le monde tournerait mieux si chacun faisait un travail d'introspection profond pour comprendre en fait pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi ils réagissent comme ça, etc., etc. Il y aurait moins de colère, je pense. Est-ce que selon toi, il y a une dernière question qui me vient en tête, la santé mentale des hommes, ça devient on en parle de plus en plus, mais ça met encore du temps à venir. Typiquement, à l'époque, quand tu étais un homme et que tu allais voir un psy, enfin, tu pouvais pas le dire, tu vois. Est-ce que selon toi, on devrait encore plus en parler, et le fait que, limite, ça devrait être remboursé par la Sécu, ouais, je pense le fait de voir un psychologue, qu'est-ce que tu penses, non? Je sais pas. Je crois qu'il y a mais peut-être pour les moins de... Ouais, tu dois avoir des si, ça. Parce que les suicides, la plupart du temps, c'est aussi je pense qu'il y a des hommes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes. En fait, moi, j'ai juste l'honnêteté de pouvoir le dire, je pense, que je suis pas dans la meilleure phase de ma vie, que j'ai passé des phases compliquées, etc. Et encore une fois, je pense qu'il y a bien pire que moi. Mais par contre, j'ai cette honnêteté de pouvoir le ressentir et pouvoir l'exprimer. Voilà, j'ai pas de honte à dire que je suis allé voir des psys, j'ai pris des antidépresseurs, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent et qui souffrent, en fait. Et ça peut être très bien, en fait, typiquement bien plus proche que ce que vous le pensez. Ça peut être vos parents, ça peut être tous les gens, en fait, qui ont un filtre, qui ont un masque social, où on en connaît tous, en fait. Un masque social où, quand il n'y a pas de communication, quand tu cherches à parler, qu'il y a une fuite, etc., tout ça, ce sont des masques, des gens vraiment sages, qui sont capables d'écouter, d'entendre le problème et de ne pas dire moi-je, d'essayer de se défendre tout le temps, constamment, et d'être juste dans une écoute. J'en suis loin, hein. Mais j'en connais un, c'est mon associé Xavier, avec qui j'ai fait mes 2 projets. C'est un moine bouddhiste, enfin, c'est incroyable la sagesse qu'il a. Beaucoup plus âgé ? Ouais, il a l'âge de mon père. Okay. Et il est le même prénom que mon père, tu vois. Mais très calme et d'une sérénité et d'une écoute. Ça m'a beaucoup... Ouais, c'est tous ces petits chemins de vie qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont posé, quoi. C'était pas... Mais ouais, je pense que rembourser par la Sécu, ça serait une priorité. Après, il faut qu'il y ait un vouloir de vouloir... Je pense qu'honnêtement, il faut... Enfin, en tout cas, c'est mon histoire à moi. Je pense qu'il faut taper le fond. Pour savoir que, OK, là, il y a un problème. Pour savoir qu'il y a un problème. Parce que sinon, l'ego, il lâche pas. En fait, l'ego, il se complante. C'est pas le mot terme, c'est... Il trouve toujours une façon de dire c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Il est dans son confort de victime, en fait. Il est dans son confort de victime et il veut pas changer parce c'est confortable, en fait. C'est un endroit qu'il connaît. C'est d'ailleurs pour ça que les victimes restent des victimes la plupart du temps, parce que c'est ce qu'ils connaissent. Et du coup, d'aller en fait faire l'effort d'essayer de comprendre, etc., c'est compliqué pour eux. Ouais. C'est compliqué pour eux. Après, avoir une bonne psy, c'est encore un autre détail, etc. Franchement, il n'y a pas de recette miracle. J'en sais rien. Je souhaite vraiment à ce que, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas bien, de pouvoir en parler, de pouvoir se détacher des liens toxiques aussi, s'il y en a. C'est ça le plus dur aussi, je pense. Surtout quand c'est familial et que c'est proche. C'est pas facile. Merci beaucoup, Paul, de t'être livré avec Léo et les bas. Si j'ai fait ce podcast aussi, c'est pour montrer aussi, pas que le bon côté d'entreprendre. Et c'est aussi important de montrer aussi ce qu'il y a derrière. Donc, merci beaucoup de t'être livré comme ça. Merci à tous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.
Et n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force. C'est hyper important pour avoir des témoignages d'entrepreneurs, d'investisseurs qui permettent d'avoir des petits détails dans leur histoire. Mais en fait, c'est souvent sur ces petits détails que tout se joue. Et la vie se joue sur des détails. Et typiquement, là, je me suis énormément enrichi grâce à toi avec plein de petits détails. Et j'espère, et moi, mon objectif, c'est de devenir un homme meilleur au fur et à mesure. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast, c'est pour rencontrer des profils comme toi. Et je te remercie de t'être confié, d'avoir joué le jeu. Merci pour ton pendant invitation. ces 2 heures. Merci, super. Allez, ciao, à la prochaine. Ciao.